Voilà, monsieur, bonsoir. Carte sur table, 21h, 23h. Nous sommes mardi le 21 novembre 2023. Nous sommes heureux de vous savoir aussi nombreux ce soir encore pour regarder cette autre édition de Carte sur table. Deux thèmes, 4 invités. En deuxième partie, nous parlerons de ces dissensions qu'on rencontre au sein des partis politiques. Sous fond de longues marches vers la démocratie, récupération éventuelle au PCRN, contestation, exclusion au SDF, on peut multiplier des exemples comme cela, on en parlera, je l'ai dit, en deuxième partie, et puis on va ouvrir cette émission en débat avec une actualité encore plus récente. Maurice Kamto, Hubert Mononjana, débat post-mortem, pour revenir sur cet hommage qui crée la polémique après la disparition il y a quelques jours du philosophe non moins enseignant émérite des universités du Cameroun qui nous a quittés, et cet hommage donc qui, je l'ai dit, ne rentre pas forcément dans les canons pour certains intellectuels et autres acteurs analystes de la politesse funeste ou funéraire. 4 invités, je l'ai dit. D'abord, je dis bonsoir à Mathurin Biol du SDF. Bonsoir à Dipita Tongo, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs. Yves, bonsoir du RDPC. Bonsoir Dipita, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à vous nombreux téléspectateurs. Une fois de plus, le RDPC est heureux de participer au débat sur votre chaîne. Nous sommes heureux de vous recevoir également. Marc Swabo, bonsoir du MRC. Bonsoir Monsieur Dipita, bonsoir à tous nos milliers de téléspectateurs et à tous les copanélistes ici présents. Zumba Pabame, bonsoir, le président nord du PCRN. C'est votre première sur ce plateau. Très heureux de vous savoir avec nous. Bonsoir Dipita Tongo, bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Spectrum TV et à tous les fan club STV de Garoua. Ah d'accord. Ah, oui, parce qu'il y a les fidèles téléspectateurs de Carte sur table. À qui nous disons chaleureux bonsoir et merci de cette fidélité renouvelée et sans cesse. On va prendre la transition et puis on rentre dans le premier thème de l'émission de ce soir. Peut-être commencer en lisant donc cet hommage rendu par Maurice Kamto au professeur émérite Hubert Mononjana. Je viens d'apprendre la triste nouvelle du décès du professeur Hubert Mononjana. Ce fut une intelligence vive, traversée de fulgurance. Face à face, nous avons forcé le débat d'idées dans notre pays au milieu des années 80, à l'apparition de son livre « L'idée sociale chez Paul Biya ». À une période où la chape du parti unique n'offrait aucune aération à notre société. Son tropisme ethno-idéologique l'empêchait de donner le meilleur de ce que lui autorisaient ses talents philosophiques. Je regrette qu'une telle vivacité intellectuelle fût mise au service d'une si mauvaise cause. En même temps, je respecte son inlassable effort de pensée, que son âme repose en paix. Il n'en fallait pas plus, Zouba, pour évidemment susciter les grincements dedans. Vous avez observé également. Vous vous dites, la réaction qui s'en est suivie avant même peut-être l'analyse du texte ou alors remettre le texte en contexte, vous dites que les réactions qui s'en suivent sont normales, déception pour certains, nécessité de véridisme ou de dire la vérité pour d'autres. Vous dites que c'est normal? Oui, Dipita Tongo, avant de continuer le débat, je voudrais inviter mes copanélistes sur mon temps de parole à observer 1 minute de silence en la mémoire du professeur Hubert Mononjana qui nous a quittés. Merci. Voilà. Merci, député Tongo. Et avant de continuer, je voudrais sincèrement adresser mes condoléances à la famille biologique et la famille philosophique du professeur Hubert Mononjana,
dont nous respectons la mémoire qui n'est plus des nôtres aujourd'hui. Alors, tenir des propos aussi ubuesques à l'endroit d'une personne qui n'est plus des nôtres. Moi, vous savez, je suis le régional PCRN du Nord à Garoua. Avant de venir à ce débat, j'ai d'abord essayé de parcourir tous les tribunaux de Garoua pour essayer de voir s'il y avait une affaire pendante entre ce lugubre personnage leader d'un parti politique qui tient ce propos. Il n'y en a rien. Je suis venu à Yaoundé, j'ai parcouru les tribunaux, aucun procès en instance. À Douala, aucun procès en instance. Mais je me suis interrogé, je dis mais est-ce que le professeur Hubert Mononjana était le président du jury du concours d'être Boulou? Parce qu'il aurait-il recalé le potentiel candidat à ce concours? Parce que c'est lui-même qui a dit qu'il serait candidat, ce personnage, ce leader de ce parti politique. Je me rends compte encore que rien de tout ça. Alors, et pourquoi, et je me pose la question comme la majorité des Camerounais, pourquoi un tel propos d'une telle violence à l'endroit du professeur Hubert Mononjana? Vous savez, quand l'OTAN, avec tout sa marmaille, est allé bombarder Kadhafi, mais au moins leur objectif était de le tuer, ils l'ont tué, mais ils ont respecté le corps de Kadhafi. Ils l'ont enterré. Lorsque Osama Ben Laden a bombardé le World Trade Center, ça a pris le temps que ça a pris, mais lorsque les Américains ont eu le dessus sur lui, en le tuant, en l'éliminant, ils ont respecté le corps de Saddam Hussein, malgré les milliers de morts qu'il a eu à endosser aux États-Unis et partout dans le monde. On n'a pas vu le corps d'Osama Ben Laden profané par les Américains. Ok? Ça veut dire simplement que ce leader politique, s'il avait accès à la dépouille du professeur Mononjana, il l'aurait peut-être traîné sur des kilomètres en tenant de tels propos. C'est pas différent. D'accord. Et donc, vraiment, de grâce, moi, je ne voudrais même pas, peut-être, je sais pas, j'ai pas l'envie de prononcer même le nom de ce personnage parce que il est aussi loufoque que lugubre dans ces genres de propos. Ça par contre, on va pas laisser passer. Hein. Les deux derniers épithètes, ok, on est d'accord qu'on les retire. On reste dans la politesse du débat. Mathurin, votre réaction, au regard des réactions, hein, d'abord, je lui dis, c'est vrai que Zumba nous a amené un peu dans l'au-delà des réactions, mais je veux dire, quand vous observez l'ambiance autour de cette affaire, toutes ces réactions de soutien d'abord, mais aussi de contestation, vous dites, c'est une ambiance logique? Ce n'est pas une ambiance logique, parce que la vérité est qu'en Afrique en général, lorsque quelqu'un décède, on essaye de retenir de ce que la personne a eu à faire que du bien. On essaye de respecter la mémoire de la personne et on essaye, n'est-ce pas, de ne pas trop insister sur les mauvais moments qu'on a vécu avec cette personne. Et je pense que pour ceux qui ont versé dans l'insulte, qui ont versé dans le mépris, qui ont versé dans la médisance du personnage qui a été le professeur Mononjana, ceux-là ont eu tort. Et ceux qui ont véritablement eu à reconnaître l'humanité, à reconnaître la science, à reconnaître les qualités intellectuelles du professeur Mononjana, ceux-là ont eu parfaitement raison. C'était un moment pour ceux qui étaient proches au professeur de se recueillir, de penser au passé, de ce qu'il a apporté, et aussi de réfléchir sur certaines choses qu'il a eu à dire. Voilà pourquoi, pour moi, ce que le président de
du MRC a déclaré. Pour moi, je peux tout simplement dire que M. Kamto s'est écarté de la norme. Parce qu'en réalité, la norme en Afrique veut que dans les pareils moments, véritablement, qu'on pense beaucoup plus au recueillement, qu'on pense beaucoup plus à la famille qui est affectée, qu'on pense beaucoup plus aux proches et qu'on essaye de tirer le meilleur de la personne qui est partie. Donc, un tel écart, j'emprunte là les vocabulaires du professeur Moulenzana, n'est-ce pas, un tel écart de la part du président de ce parti politique est inacceptable. Inacceptable parce que chez nous en Afrique, on ne le fait pas. Inacceptable parce que je pense qu'on a déjà trop connu la haine dans ce pays. Nous avons déjà trop connu les divisions. Nous avons déjà trop connu les discordes. Il est temps qu'on pense à construire un nouveau pays. On ne peut pas faire la politique telle que nous l'avons toujours faite par le passé. Et je pense que le SDF est bien placé pour le dire. Parce que dans les années 1990, nous sommes ce parti nous avons cristallisé, n'est-ce pas, les affrontements entre ceux qui pensaient qu'il fallait construire un autre Cameroun et ceux qui pensaient qu'il fallait rester dans le statu quo. Nous avons cristallisé évidemment le combat, nous avons cristallisé les divisions, mais nous pensons qu'il y a aussi un moment où, face à la situation du pays, face à la situation économique, il faut faire la paix des braves, il faut réconcilier les Camerounais pour pouvoir comprendre que nos différents politiques, nos différentes opinions ne doivent pas faire de nous des ennemis, ne doivent pas faire de nous des gens qui doivent vivre dans la haine, dans la division. Nous pouvons faire la politique tout en nous saluant, tout en nous fréquentant, tout en sachant que nous sommes des humains et que, certes, nos idées sont importantes, nos idéologies sont importantes, mais l'humain est plus important que nos idéologies. Parce que le plus important, c'est placer l'homme au centre de nos combats. Et l'homme a beaucoup de valeur. Donc, pour moi, je pense qu'on va entrer plus en profondeur sur évidemment la critique de cela, mais de prime abord, je pense que les attitudes de ceux qui ont critiqué, et c'est vraiment critiqué, rien que pour insulter, parce qu'on peut critiquer pour construire, mais critiquer pour insulter, critiquer pour mépriser, ça c'est inacceptable. Yves Aboma. Oui, ma réaction va aller dans le sens de ce que les deux précédents ont dit. Même si je n'aurais pas forcément les mêmes mots, je pourrais même dire que mon compatriote du PCN a été assez dur. Je le comprends parce que son lexique, les mots qu'il utilise sont à la hauteur de l'outrage qui a été commis par le professeur Kamto. C'est un outrage des plus abjects. Et je pèse mes mots en regardant le représentant du MRC dans les yeux. Et je veux dire que le professeur Kamto a eu une attitude que je qualifierais de catatonique. Et là, je ne pense pas que le mot soit assez fort. Pourquoi? Je vais prendre un cas pareil en 2022. Deux personnages ou deux personnalités. Vous êtes au courant des propos que les câbles de Wikileaks attribuent à un monsieur dans ce pays, un grand monsieur de ce pays qui est décédé en 2022, le vice-premier ministre, monsieur Amadou Ali. Il vous souvient que quand cette haute personnalité de l'État tombe, monsieur Kamto prend une fois de plus son compte Facebook, comme il a l'habitude de le faire, et lui rend un hommage digne. Et quelque part dans son hommage, il dit « Je retiens les batailles que nous avons menées ensemble qui seules comptent. » Je dis bien qui seules comptent, parce que je veux ici qu'on étouffe un argument, celui de nous dire il faut dire la vérité quand quelqu'un tombe. Il faut dire la vérité, parce que c'est l'argument qu'ils ont à la bouche. Il faut dire la vérité. Mais pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas pensé à dire la vérité? Pourquoi ils n'ont pas pensé à faire ce qu'ils ont fait quand le professeur Mounou Njana tombe? Vous voyez, je vais aller plus loin. Je vais dire qu'en réalité, souvenons-nous, un hommage post-mortem, n'importe où dans le monde, est un discours de célébration. Quand quelqu'un est tombé et qu'on dit qu'on va lui rendre un hommage, on le célèbre.
c'est l'une des rares fois que j'entends ce discours, c'est-à-dire que quelqu'un est tombé. Vous donnez le sentiment que de son vivant, il y a des choses que vous ne pouvez pas lui dire parce que vous saviez qu'il avait la plume pour vous répondre. Et vous vous dites, ah, là maintenant il ne peut plus parler, je vais lui régler les comptes. C'est indécent, on ne règle pas les comptes à un mort. C'est profondément indécent. Et je suis très amusé, je suis très surpris de lire ce que les soutiens généralement fanatiques du professeur Kamto mettent sur les réseaux sociaux, parce on leur a dit qu'il faut tout défendre. Il faut tout défendre. Je lis ce qu'ils disent sur les réseaux sociaux. Certains sont même allés jusqu'à nous demander à nous, qui leur demandons un peu de retenue pour le professeur Monon Djana. Ils nous demandent à nous pourquoi est-ce que nous on ne demande pas la retenue quand les sécessionnistes tombent sur le terrain. Ils ont écrit ça sur les réseaux sociaux. Ils disent que quand les sécessionnistes tombent, pourquoi on n'a pas la retenue, pourquoi on ne les respecte pas. Donc vous prenez un grand monsieur de ce pays, quelqu'un qui a contribué à former les intelligences au Cameroun, quelqu'un qui a contribué à ériger une certaine pensée camerounaise, quelqu'un qui a porté haut, que par la pensée, le drapeau du Cameroun, et vous le comparez à des assassins. C'est indigne, c'est abject, c'est horreur, on ne le fait, c'est horrible, on ne le fait pas. On ne le fait pas. Je pense que le professeur Kamto, fidèle à son habitude, a franchi une fois de plus un interdit. Il a franchi un interdit. C'est extrêmement dangereux. La politique n'autorise pas tous les outrages. Comme Mathurin Biol du STF l'a dit tout à l'heure, on peut faire la politique en étant élégant. On peut faire la politique en étant élégant. Qu'est-ce qui empêchait que M. Kamto ait la même élégance à l'endroit du professeur Monon Djana qu'il a eu à l'endroit du vice-premier ministre M. Amadou Ali? Qu'est-ce qui empêchait qu'il ait cette élégance? Pourquoi cette rancune? Un politicien ne doit pas avoir la rancune aussi tenace. Le débat entre lui et Monon Djana a eu lieu en quelle année? Je pense que ça commence, il est au milieu des années 80, à la sortie du livre du professeur Monon Djana, et on va revenir là-dessus tout à l'heure. L'idée sociale chez le président Pobia, voilà le début du débat. Près de 40 ans plus tard, le monsieur attend, son adversaire est tombé, il ne peut plus parler, il ne peut plus répondre, et c'est là où il dégaine. Je me dis, est-ce qu'à un moment, le professeur Kamto s'est dit, je peux être dans cette situation, qu'est-ce que mes proches vont ressentir en parcourant les réseaux sociaux s'ils lisent ce genre d'hommage, entre guillemets? Qu'est-ce que les proches, est-ce qu'il s'est mis à la place, par exemple, de la veuve du professeur Monon Djana, à la place de ses enfants? Ne dit-on pas que chez nous en Afrique, quand un homme tombe, tout s'arrête, même la justice, laissons même le cadre africain, la justice, tout procès s'éteint avec la mort de l'accusé. Imaginons que M. Monon Djana, le professeur Monon Djana, avait tué quelqu'un à Maurice Kamto, lui avait commis un outrage des plus insupportables. Mais quand il tombe, est-ce qu'il faut qu'on continue le procès? Est-ce qu'on ouvre le procès à la mort? Non. J'ai dit à mes amis du MRC que je ne peux pas, fidèle à ma tradition chrétienne, souhaiter la mort à un Camerounais. Mais si un jour, il arrive que le professeur Kamto tombe, je vous assure, et que je suis là, parce que je peux tomber avant lui, c'est la vie, et que je suis là, je ne dirai rien de négatif de lui. Si je ne peux pas avoir la hauteur nécessaire pour venir dire de lui ce que j'ai retenu de bon, je me tairai. Je me tairai par décence. Je me tairai pour penser à sa famille. Je me tairai pour que les uns et les autres, ceux qui lui sont proches et qui ne m'ont pas offensé, parce que quand je tiens des discours, je viens sur un plateau, il y a des choses que je dis qui choquent les gens. Mais est-ce que c'est ma femme qui choque ces gens? Est-ce que ce sont mes frères? Est-ce que c'est ma mère? Est-ce que ce sont mes enfants? Pourquoi faut-il qu'on fasse payer à ma descendance le prix de mon discours? Pourquoi? D'accord. Pourquoi? Mars Wabo, sur la réaction de l'opinion autour de cette affaire. Bien, Monsieur Dipita, je dois avouer que je suis très attristé. Attristé parce que lorsque nous venons sur un plateau, nous devons d'être polis les uns envers les autres. Mais lorsque je vois des jeunes qui ne peuvent pas respecter les aînés, qui utilisent des adjectifs ou des épithètes extrêmement violents. J'ai suivi le monsieur du PCN taxer le professeur Maurice Kamto
d'un personnage lugubre, d'un personnage loufoque. Je suis triste. Je suis triste parce que d'abord, vous n'avez pas l'âge du professeur Maurice Kamto. Je voudrais rappeler, pour le préciser, que je lui ai demandé avec insistance de retirer ses propos. Ça, j'ai noté. Et il m'a fait un clin d'œil pour dire que c'était retiré. Ben, soit, mais ça ne m'empêche pas justement Allez-y, je vous laisse poursuivre. de faire l'observation. Vous voyez, nous sommes jeunes. Nous devons respecter des aînés. Il ne faudrait pas qu'au nom de la politique, nous devenons des gens sans valeur. Nous devenons des gens sans valeur. Je crois que je suis bien opposé à mon ami Obama. Quand le monsieur du PCNR tenait des propos violents, je l'ai vu lui-même avoir un peu des frictions. Je voudrais dire tout simplement que c'est votre droit le plus absolu d'utiliser les vocabulaires que vous voulez. Mais je crois qu'il faut quand même le faire avec courtoisie. C'est très important. Parce que je reste persuadé que vous-même, vous êtes gêné par les mots aussi violents que vous avez sortis. Mais je ne vais pas m'attarder là-dessus. Écoutez, moi je ne voudrais pas faire dans l'hypocrisie. Je vais revenir un tant soit peu sur les déclarations du professeur président. Mais moi, je suis d'une autre école. Monsieur Dipita, vous avez connu ici, dans ce pays, un monsieur qui était ministre au temps d'Aïdjo, on l'appelait Kamel Samuel. Monsieur Kamel Samuel était de mon village. Il est décédé. Le pasteur qui a présidé les obsèques, j'ai envie de vous dire en toute sincérité, il avait pris bien la peine de dire, bon, on ne peut pas dire qu'il était bon, mais il avait pris la peine de sortir un ensemble de dégâts qu'avait causé Kamel Samuel. Vous ne pouvez pas, je vous dis en toute sincérité, moi personnellement, si vous me persécutez, votre mort m'arrange. Ça me permet d'être libre. J'ai des gens qui m'ont persécuté, même dans ma famille. Ils sont décédés. Lorsque mon défunt père m'a dit telle personne est décédée, j'ai dit enfin je suis libre. C'est mon ressenti personnel. Maintenant, revenir donc sur le professeur Maurice Kamto. Je voudrais dire qu'il faut noter que le professeur Maurice Kamto et le défunt professeur Hubert Monodiana se connaissent très bien. Le professeur Hubert Monodiana avait coutume de dire, si vous voulez rentrer dans le passé, qu'en ce qui concerne le droit public international, que le professeur Maurice Kamto était un homme suffisamment calé de ce côté. Et que lui-même, il était une icône en philosophie, c'est bien reconnu. Alors, pour dire tout simplement que nous devons faire attention parce que nous, qu'une génération, on vient de naître là, on veut s'attaquer justement à des personnes qui ont peut-être 10 fois notre âge, sans savoir quel était justement le passé et qu'est-ce qui liait les gens. Je suis du MRC, rien ne m'empêche d'être ami avec Ababa. Nous pouvons partager un certain nombre de choses, mais quelqu'un viendra demain attaquer une certaine relation, dire n'importe quoi. Mais pourtant, je suis peut-être mieux placé pour dire certaines choses et vice-versa. Donc, le professeur Maurice Kamto, j'ai dit tantôt qu'il se connaissait très bien avec le professeur Hubert Monodiana, et en conséquence, qui alors, en dehors du professeur Maurice Kamto, pouvait donc bien parler du professeur Hubert Monodiana sur le plan scientifique que sur le plan politique. Je crois pour ma part que la sortie du professeur Maurice Kamto a été prise au premier degré. On tente justement de vouloir analyser les propos du professeur Maurice Kamto. Dans un sens, ma foi, j'estime qu'on est en train de s'écarter un peu. Le professeur Maurice Kamto, pour moi, quand vous lisez le texte, il rend un hommage, mérité même au professeur Hubert Monodiana, sauf que il va plus loin en disant voilà une lumière que le régime RDPC a essayé d'éteindre. Et il peut justement regretter aussi que de par l'intelligence du professeur Hubert Monodiana, philosophe de son état,
il aurait pu justement mettre cette intelligence au service de l'intérêt général. On peut donc regretter que le professeur Hubert Diana, au lieu de mettre son intelligence peut-être au service de l'intérêt général, a opté, ma foi, de privilégier parfois des contre-valeurs. Je préfère utiliser l'expression contre-valeurs. Au jour d'aujourd'hui, lorsque on dit une lumière que le RDPC a bien voulu éteindre, personne ne peut nier les services qu'a rendu le professeur Hubert Diana au sein de son parti. Sauf qu'on peut bien s'interroger, est-ce que son parti, effectivement, lui a retourné l'ascenseur? Je crois que c'est dans ce sens qu'il faut comprendre cela. Mais pourquoi ne pas comprendre les déclarations du professeur Maurice Kamto dans le sens des contre-valeurs? Il vous dit, voici une intelligence qui aurait pu faire profiter l'intérêt général, mais a opté d'aller un peu du côté des contre-valeurs. Il vaut la peine de le prendre simplement. Maintenant, c'est quand même regrettable que les propos du professeur Maurice Kamto fassent l'objet d'une récupération politique. Oui, il y a une récupération politique. Parce que quand vous voyez le monsieur du PCN tenir des propos tels qu'il a tenus, extrêmement violents, moi je voudrais penser que c'est une récupération politique. Et plus dans le sens le plus profond, il ne faudrait pas qu'on crée une polémique sur les propos du professeur Maurice Kamto. Parce que ce qu'on veut tenter de faire, c'est qu'on veut laisser croire à l'opinion que le professeur Maurice Kamto ne respecte pas la mémoire des morts. Chacun, quand vous êtes décédé, chacun rend son hommage. Rien ne m'empêche de dire, vous étiez bon de ce côté, mais il y a un aspect où vous n'avez pas été performant. Je peux voir ça comme ça. Que je dis, sur tel plan, il était excellent. Mais il a tenté peut-être sur le plan social, je dis n'importe quoi, il n'a pas été excellent du côté du plan social. Pourquoi vous voyez ça mal? Non, nous disons tout simplement que les propos du professeur Maurice Kamto ne doivent pas prêter à confusion. Ils ne doivent pas faire l'objet d'une récupération politique. Parce que j'ai suivi le monsieur du PCRN, et je vais peut-être profiter pour vous expliquer. Dit qu'il a parcouru le Nord avant d'arriver ici. Peut-être vous êtes venu par train, il fallait venir par avion. Vous avez parcouru le Nord pour vous rassurer s'il n'y avait pas un procès entre Hubert Diana et le professeur Maurice Kamto dans les tribunaux là-bas. Vous poussez plus loin en faisant observer que le professeur Maurice Kamto ne respecte pas la mémoire de mort. Autrement dit, il fait la politique avec la haine. Je peux vous rassurer d'une chose. Le professeur Maurice Kamto lui-même dit, il fait la politique sans haine et sans rancune. Il n'y a pas dans les propos du professeur Maurice Kamto la haine. Je ne sais pas où vous voyez la haine. Quelqu'un fait un hommage, il vous dit, voici ce qui a été bon, mais il a touché tel aspect, il aurait pu voir tel aspect autrement. Et du coup, on veut laisser croire aux Camerounais qui ne respectent pas la mémoire de mort. Je suis désolé. Nous, au MRC, et même pas seulement au MRC, il y a plusieurs personnes. J'ai suivi des débats sur certains plateaux de télévision. Les avis sont divergents, mais à aucun moment, je n'ai trouvé à l'égard du professeur Maurice Kamto des propos aussi acerbes. Merci. Peut-être d'abord... non, Mathurin, vous avez pris la parole en premier. Mathurin d'abord. Je viens d'écouter le représentant du MRC. Je suis ahuri. Je suis ahuri parce que ce qu'il déclare, malheureusement, il y a beaucoup d'incohérences. Bon, il me semble que l'incohérence est une seconde nature, surtout pour le président de leur parti politique. Parce que je voudrais dire ceci. Voici ce que M. Kamto dit de Amadou Ali. Voilà. Amadou Ali, qui a été vice-premier ministre au Cameroun et qui était aussi ministre de la Justice à l'époque des événements de 2008, où les jeunes, des centaines de jeunes, n'est-ce pas, ont été massacrés par le régime de M. Biya, où le peuple a été maté, parce que le peuple ne demandait qu'une seule chose en ce moment-là, disait non à la modification de la Constitution. Monsieur Amadou Ali, c'est lui qui a conduit l'appareil répressif du RDPC sur le plan de la justice. C'est-à-dire que les condamnations qui se sont abattues sur les jeunes, hein, sur le peuple,
en 2008 étaient véritablement des condamnations qui étaient orchestrées par le ministre de la Justice en ce moment-là, sous ses ordres même directement. Donc, monsieur Kamto, en ce moment-là, était ministre délégué auprès du ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il était le collaborateur direct de monsieur Amadou Ali, qui lui était un bourreau du peuple camerounais, un bourreau des jeunes en ce moment-là. Donc, il faut dire que M. Mononzana, les plus hautes fonctions qu'il a occupées dans le système ont été, la plus haute fonction était, je pense, il était pour ce qui concerne l'université, mais il a aussi été au sein de l'appareil, il était dans la communication, je pense que secrétaire à la communication du RDPC. Donc on peut considérer M. Mononzana comme étant une victime du système. Et les bourreaux, on les connaît. Les bourreaux, ce sont les Amadou Ali. Mais lorsqu'Amadou Ali décède, monsieur Kamto dit ceci: j'ai appris avec tristesse le décès de monsieur Amadou Ali, ancien vice-premier ministre, avec qui j'ai collaboré pendant près de 10 ans, d'abord dans le cadre de M. Bakassi, ensuite au ministère de la Justice. Notre pays perd en lui une personnalité politique de premier plan et grand commis de l'État. Donc pour M. Kamto, Amadou Ali est un homme d'État, un grand homme d'État. Je garde de lui le souvenir gratifiant des batailles victorieuses menées ensemble au service de notre pays, qui seul importe. J'adresse à sa famille mes sincères condoléances et l'expression de ma sympathie émue. C'est-à-dire que M. Kamto exprime à M. Amadou Ali sa sympathie émue. Vous vous rendez compte? Nous avons là affaire véritablement à un représentant du système oppressif, n'est-ce pas, qui exploite, qui opprime le peuple depuis 40 ans. Mais M. Kamto lui exprime sa sympathie émue. Voilà que maintenant, une simple victime du système. Mais vous avez suivi les dernières interviews de M. Mononzana. Vous comprenez que ce monsieur a été une victime et qu'il a été exploité. Peut-être, comme de ses propres mots, il n'a pas voulu, n'est-ce pas, entrer dans les réseaux auxquels dont on lui exigeait, n'est-ce pas, de faire allégeance. Donc, il n'a pas voulu faire allégeance et entrer dans ces réseaux-là. Voilà que c'est lui, la victime, qui reçoit toutes les flèches et tous les propos désobligeants et injurieux de M. Kamto. Donc, ce sont ces incohérences-là. Et M. Kamto est un habitué du fait. Les incohérences, on en connaît. Une semaine, 2 semaines avant, il dit, lorsqu'il reçoit, n'est-ce pas, les dames de son parti politique, il a dit la politique de boycott n'a jamais payé nulle part dans le monde. Ce sont ses propos. Comment vous pouvez être un leader d'un parti politique? Vous recevez les cadres de votre parti politique devant vous, les yeux dans les yeux. Vous leur dites, la politique du boycott n'a jamais payé nulle part sur la planète. Mais 2 semaines plus tard, vous leur dites que tant que le code électoral n'est pas modifié et que la guerre n'est pas arrêtée au nord-ouest et au sud-ouest, nous ne partirons pas aux élections municipales et législatives. Mais quelle est cette incohérence-là? Et plus tard, plus grave, récemment, c'est le même qui dit que même avec 100 code électoral, nous irons aux élections en 2025. Mais écoutez, donc toutes ces incohérences-là nous font comprendre que, véritablement, nous devons apprendre à faire la politique autrement. À faire la politique en étant sincère, à faire la politique en ne mêlant pas la haine, en ne mêlant pas, n'est-ce pas, la discrimination, en ne mêlant pas le ressentiment. Il faut être cohérent. En politique, et Laurent Gbagbo disait que lorsque vous faites la politique, on vous retrouve à partir des traces que vous faites dans l'histoire. Donc, on retrouve vos traces. Et vos traces, c'est quoi? Ce sont vos propos. Donc, c'est cette incohérence-là que je voulais relever tout à l'heure lorsque moi je l'écoutais, en nous disant que non, il fallait dire les vérités, ce qui n'était pas bon dans le vécu, bien dans le comportement ou dans l'histoire de M. Mononzana. Il fallait relever ce qui était mauvais. C'est vrai, mais il fallait aussi le faire dans le cas d'Amadou Ali. D'accord, c'est compris. Zumba. Oui, député Tongo,
Vous savez, nous, au PCRN, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale, nous avons un projet de société que nous défendons. Et c'est pour ça que, vous voyez, c'est le fédéralisme communautaire. Pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. L'humain au centre de nos priorités. Alors, lorsqu'on met l'humain au centre des priorités, nous savons que ce ne sont pas seulement les militants du PCRN qui sont au centre de nos priorités. C'est les Camerounais. C'est un projet de société politique que nous proposons aux Camerounais. Mais vous allez voir que ce qui manque d'offres baigne dans la manipulation. Je veux savoir, l'émission c'est carte sur table. Carte sur table, moi je viens poser sur la table le fédéralisme communautaire. Que me propose mon copanéliste d'en face? Ça s'appelle quoi? Vous êtes sérieux? Ça s'appelle quoi? Vous êtes sérieux? De l'esbroufferie inutile, la manipulation des masses. Comment, entre monsieur le professeur Hubert Mononzana et ce personnage du leader de mon copanéliste d'en face, qui a servi le régime? Max Wabo, il s'appelle. Max Wabo. Qui a servi le régime? Ton leader était ministre délégué auprès du ministre de la Justice, comme l'a relevé mon copanéliste du SDF, de 2004 à 2011. Et le théâtre qui nous a servi en 2011, c'était quoi? Le gouvernement du 9 décembre 2011 sortait vendredi. Mercredi, comme il savait qu'il n'y avait pas son nom, allez, patatras, moi je démissionne. Non. C'est du n'importe quoi. OK? Il a été doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, toujours par décret. Moi, je parle des faits. Je peux ressortir ces deux décrets qui ont fait sa vie, où il a construit sa vie auprès du régime qu'il prétend critiquer aujourd'hui. Non. Bien, je voudrais savoir une chose. Et là donc, je ne vous ai pas coupé. Allez-y. L'amabilité de... Hein? Donc, il a bien servi le régime d'en face. Il s'est construit grâce au régime, grâce aux articles 2 et tout et tout. Et puis, patatras, un bon matin, il vient se faire la peau. Il est toujours au service de son leader politique, celui qui l'a conçu, celui qui lui a donné tous les articles. Pourquoi? Parce que quand il vient prôner même le boycottisme, moi je pense que c'est le boycott. Quand il vient le prôner, ça arrange qui? Ça arrange le régime d'en face. Et quand il vient tenir des Camerounais captifs, allons aux élections. Puis le 25 novembre 2019, je ne vais jamais oublier cette date à 17h. J'apprends aux informations à mes noms. On ne parle pas tant que le code électoral tel qu'il est, tant que le NOZO. Mais l'élection présidentielle de 2018, c'était le même code électoral. La situation dans le nord-ouest, sud-ouest a commencé en 2016. Et d'ici 2025, je ne sais pas si la situation dans le nord-ouest, sud-ouest va se taire. Mais le même code électoral est toujours là. C'est vrai que nous reprochons des choses à ce code électoral. Mais nous, on dit ce n'est pas une panacée. Ce n'est pas une panacée. Nous appelons les Camerounais à s'inscrire massivement sur les listes électorales et à participer à un vote massif et à la surveillance des votes. À s'inscrire. Par conséquent, de l'autre côté, on dit que l'élection ne sert à rien. Mais pendant que nous, qui voulons vraiment l'alternance, le changement, ça nous fait mal de voir nos compatriotes mourir dans la Méditerranée, la jeunesse désœuvrée, une jeunesse meurtrie, où le patron de Max Wabo, c'est lui qui manipule la Constitution en 2008 pour que l'actuel président soit ad vitam aeternam candidat. Il était là. Tout à fait. Il était là, auprès de étant à la justice, et il est là. Il a présenté le projet à l'Assemblée nationale. Vous mentez. OK? C'est un fait. Mais maintenant, moi, ce qui me sidère un tout petit peu, c'est la profanation face aux morts. Un peu de respect pour nos morts, toujours je le dis. Un peu de respect. Il nous doit des excuses publiques. On ne peut pas prendre le peuple camerounais en otage de cette façon. D'accord. Peut-être. Mais en fait, ils sont trois, hein?
Je note que sur ce débat, ils sont 3. Il va vraiment peut-être réagir pour qu'on respecte le même temps de parole. Je reviens sur vous, mais avec lui, je vais suggérer qu'on évolue un peu dans le débat. Yves, est-ce que cette sortie ne joue pas les prolongations ou ne remet pas en exergue un débat ancien? Et vous le disiez d'ailleurs dans votre première prise de parole, je crois dans les années 1987, débat lui-même suscité à l'époque par Luc Sinjouk, le professeur. Sinjoum Pokam. Pardon, Sinjoum Pokam, qui lui a jeté les bases. Ensuite, le professeur Mononzana s'est expliqué. Il y a eu ce débat avec le... Est-ce que ce n'est pas une forme de prolongation qu'a remis sur la scène Maurice Kamto de ce débat-là? Oui, avant de répondre à cette question, je voudrais revenir sur les propos de Mathurin Biol ici qui m'ont heurté parce qu'il essaye de noircir un peu l'image d'un haut cadre du RDPC, le vice-premier ministre Amadou Ali, quelqu'un qui a contribué aux côtés du président Biya à l'érection d'une société ouverte, d'une société pas parfaite, mais d'une société quand même dans laquelle nous vivons et où nous pouvons nous mouvoir. Je dis que le vice-premier ministre Amadou Ali, c'est un grand homme d'État, comme l'a dit le ministre Kamto. Ça, ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Et nous devons respecter sa mémoire et l'honorer à sa juste valeur. Ça, c'est... Voilà, ça... Je vous ai écouté, Mathurin, je vous ai écouté. C'est normal que vous... Voilà, je vous ai écouté. Donc, c'est un homme d'État à qui on n'a pas grand-chose à reprocher, sinon une contribution excellente à l'édification de ce pays. Et je voudrais également revenir sur un certain nombre d'éléments. Je vais répondre à votre question qui me semble même être le creuset du débat que nous sommes en train de faire. En réalité, je cite Max Wabo et je vous assure, quand il a dit ce propos, j'ai eu froid au dos. Il dit, si vous me persécutez, votre mort m'arrange. Si vous me persécutez, votre mort m'arrange. Et je prends le début des propos du professeur, de l'hommage entre guillemets du professeur Kamto à Mononjana. Il dit qu'il a appris avec tristesse. Vers la fin, il vous dit, vraiment, il regrette qu'une telle intelligence fût mise au service d'une cause si mauvaise. Quand vous lisez entre les lignes, et là il finit l'hommage au vice-premier ministre Amadou Ali, il adresse les condoléances à la famille. Mais regardez comment il finit cet hommage. Aucun mot pour la famille, comme quoi allez vous faire voir. Voyez, en réalité, cette sortie du professeur Kamto n'est rien d'autre qu'une danse macabre sur un cadavre. C'est comme si le professeur Kamto était en train de jubiler. Il dit à Mononjana, tu es parti, je peux danser sur ton corps. C'est ça la vérité. Donc, et quand j'entends Max Wabo dire hommage, 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 je lui redis, que ce soit sous les tropiques, que ce soit au-delà, l'hommage est une célébration, l'hommage post-mortem. Il vient de me prendre l'exemple du pasteur, du prêtre qui sera allé aux funérailles, dire les défauts du mort. Mais le prêtre est une autorité morale qui peut se permettre des choses qu'un homme normal ne se permet pas. Le prêtre est une autorité morale. Et quand le prêtre parle, il parle parce qu'il est censé, je dis entre guillemets, censé être l'incarnation de... bref, il est irréprochable. Oui, l'incarnation de la morale, un des gardiens de la morale. Qui a érigé M. Kamto en gardien de la morale? M. Kamto est-il sûr que durant son magistère, durant tout ce qu'il a fait dans sa vie au service de l'État ou même du régime en place, il est sûr qu'il n'a pas arrêté les gens? Il est sûr que les gens ne lui en veulent pas? Il aimerait que ces gens-là viennent dire les mêmes discours à sa famille? Il aimerait ça? Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est pour ça que je dis ici à mon frère Max Wabo, pour qui j'ai beaucoup de respect, je lui dis, on ne défend pas tout. Vous avez l'habitude de nous dire au RDPC, vous défendez l'indéfendable. Monsieur Wabo, j'ai pitié de vous sur ce plateau parce que le discours que vous tenez, et ça se voit, vous êtes mal à l'aise. Le discours, la défense grossière que vous essayez de faire ne passe pas. Si vous aimez votre président, rentrez en interne, dites-lui, président, retire ce discours. Et je suis d'accord avec le compatriote du PCN. Le professeur Kamto doit des excuses aux Camerounais. Ce qu'il a fait choque la morale publique. Ce qu'il a fait est indécent. On ne sait pas comment on peut expliquer ça aux jeunes. Les gens qui disent que dans ce pays,
le peuple ne s'intéresse pas à la politique. C'est pour des choses comme ça. On donne le sentiment que la politique nous a transformés en monstres. La politique fait que même devant la mort, on ne recule plus. Et vous parlez de récupération. Là, j'en viens à votre question. En réalité, le cynisme du professeur Kamto dans cette affaire est beaucoup plus profond que ça. Et depuis tard, je vous apprécie pour la question que vous avez posée parce que l'intention, c'était laquelle? Vous savez qu'il y a une élection qui arrive en 2025. Vous savez le discours irrédentiste que le professeur Kamto nous a tenu durant les élections de, je dis le professeur Kamto et son équipe, le discours qui nous ont servi lors des élections de 2018. En réalité, le professeur Kamto est en train de chauffer un tam-tam qu'ils vont battre bientôt. Vous voyez? C'est pas anodin. Et vous parlez de ce vieux débat. Le débat, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'on brocade Monon Djana? On brocade Monon Djana parce que dans les années 80, comme on dit, comme il a dit, il a bien précisé, le professeur Monon Djana fait un constat. Il constate qu'il y a des Camerounais qui essayent de s'organiser, qui tiennent des discours, qui écrivent même des livres, parce qu'il y a des livres là-dessus. Pour moi, ce sont des livres immoraux dont même les titres, je ne donnerai pas à la télévision. Les livres dans lesquels on vous sublime une communauté. Les livres dans lesquels on vous dit telle communauté est comme ça. Et si les gens de là-bas sont pauvres, c'est parce qu'ils n'ont pas accepté d'ouvrir leurs portes. C'est parce que, je vous assure, pour moi, ce sont des livres qu'on pourrait comparer à des espèces de Mein Kampf. Des livres qui jettent de l'huile sur le feu. Monon Djana fait ce constat. Et Monon Djana remarque que quiconque veut se lever contre le discours tenu par les bien-pensants qui rédigent ces ouvrages-là est désigné comme un mouton noir. Et Monon Djana a le courage de dire non, moi je n'accepterai pas ça. Et il nomme, il trouve un nom à cette réalité, il dit ethnofascisme. Et quand vous lui demandez d'expliquer, il est clair. Il vous dit que c'est une volonté de pouvoir exprimée par un groupe communautaire. Et les gens de dire à Monon Djana, mais est-ce que ce n'est que de ce côté que vous avez vu cette volonté de pouvoir? Monon Djana de leur dit, le tribalisme existe partout au Cameroun. Mais cette volonté, cet ethnofascisme-là, excusez-moi, je ne peux pas inventer, ce n'est que là-bas que je l'ai vu. Et s'il vous plaît, dans les années 80, il y a des conférences. Jusqu'aux années 90. Il y a beaucoup de conférences, parce que quand son livre sort des universitaires, je vous assure, allez parcourir la documentation qui existe là-dessus, vous allez voir qu'aucun de ces auteurs, je commence à parler, puis je commence par Sinjum Pokam, aucun ne rejette l'opinion de Monon Djana, aucun ne dit à Monon Djana, non, tu as tort de dire ce que tu dis. Non, il n'y a pas un groupe comme... Vous relevez que c'est un travail scientifique. Un travail scientifique, aucun. Mais vous savez ce qu'on lui pose comme question? J'ai encore parcouru ces questions. La question c'est, est-ce qu'il y a un texte qui interdit qu'on puisse penser le pouvoir de cette manière? Quel est le mode de dévolution du pouvoir? Bref, les questions qu'on lui pose, c'est pour lui dire, messieurs, des gens ont le droit de penser la conquête du pouvoir comme ils veulent. Vous ne pouvez rien leur dire. C'est vous plutôt. Parce que l'idée de Monon Djana, c'était quoi? L'idée de Monon Djana, c'était que le Cameroun étant devenu une république, lorsqu'on parlait des affaires de pouvoir, dont on parlait des affaires politiques, au lieu de présenter la communauté, présentons le projet. C'était ça l'idée de Monon Djana. Il déplore le fait que là où les autres présentent des projets politiques, certains aient eu l'idée macabre de venir présenter des projets communautaires. Et je précise, sans avoir été mandaté par ces communautés. Parce que, jusqu'au moment où nous parlons, aucune communauté n'a jamais mandaté soit un groupe d'intellectuels, parce que ce dont je parle aujourd'hui, c'est un groupe d'intellectuels, soit un groupe d'intellectuels, soit un groupe de personnes. Aucune communauté n'a mandaté personne au Cameroun pour venir la défendre sur les plateaux de télévision. Donc, ce n'est pas une attaque contre une communauté, c'est une attaque contre un groupe d'intellectuels fascistes. Un groupe d'intellectuels qui a pensé qu'on pouvait utiliser la communauté dans la perspective d'une conquête de pouvoir. C'est ça, contre ce discours que le professeur Monon Djana s'élève. Et c'est ce discours qui fait que le professeur Monon Djana soit persécuté, y compris dans sa tombe. Et j'ai fait un rapport avec le MRC en 2018. Vous voyez, l'ethnofascisme qui veut revenir. Heureusement pour nous, quand je dis nous, c'est la République. Et malheureusement pour eux, les Camerounais ont accédé à la maturité. Eux, c'est qui? Je parle du MRC. Les Camerounais ont accédé à la maturité. Ce qui fait que le débat communautaire qui avait pignon sur rue en 85, le débat qu'ils ont voulu détourner, et celui qui a eu en 2018, en fait, il n'y avait pas photo. En 2018, les Camerounais ont montré plus de maturité. Conséquence, on a mis de côté, on a mis en minorité l'extrémisme de M. Kamto. Donc, je conclus que
votre question est d'une pertinence à nulle autre pareille, parce que vous venez de faire le lien. Monsieur Kamto, rappelons que c'est un agrégé, hein, c'est un intellectuel de haut niveau, il ne fait rien pour rien. L'acte qu'il a posé, en fait, était un acte de préparation du discours irrédentiste qui viendra nous servir en 2025. En 2018, c'était le discours de « c'est notre tour ». En 2025, il est en train de préparer. Ce n'est pas sérieux, car les politiciens sérieux viennent en politique avec des projets. On va laisser le même temps conséquent à Marx pour essayer de réagir et surtout aborder la deuxième problématique quant au lien dans la prolongation du débat éventuel des années 80. S'il te plaît, j'ai oublié un élément tout à l'heure, s'il te plaît, une seconde. Pour terminer. Je voudrais dire, pour terminer, hein, une seconde, que quand il dit que le professeur Mononjana a mis son intelligence au service du mal, Mathurin Biol, je avais parlé sous son contrôle, en 2004, quand le SDF conteste le résultat de l'élection présidentielle, qui est-ce que le RDPC envoie pour donner une leçon de droit au SDF sur le rôle de la Cour suprême siégeant comme conseil constitutionnel? Qui est-ce qu'on envoie? Bien évidemment. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas dire que le professeur Mononjana a mis son intelligence au service d'une cause mauvaise, alors que cette cause mauvaise, entre guillemets, vous l'avez servi à un niveau supérieur. C'est aberrant. Max Wabo. Voilà. Bien, M. Dipita, je note que sur cette question, on se retrouve 3 contre 1. Je vais donc également user de mon temps de parole, peut-être pour ne pas chercher à démontrer que le pape est musulman ou bien que l'imam est catholique. C'est impossible. Je voudrais d'abord répondre au monsieur du SDF. Mathurin Biol. Dire tout simplement que moi je suis un peu embêté parce qu'on est en train de faire du hors-sujet. Le thème est clair. Je vois des gens me ramener dans les incohérences. Pourtant, je vous en prie. Oui, que j'ai appris à vous écouter, M. Obama. Ah, mais là, vous... Yves, je vous en prie. Alors, je voudrais tout simplement dire au monsieur du SDF que s'il y a un père fondateur de l'incohérence ici au Cameroun, c'est bien Nidjon Fondi. En passant. Maintenant, revenu au monsieur du PCRM, je vais prendre monsieur Dipita témoin de quelque chose que j'ai vécu dans ce plateau. Vous voyez, vous parlez du professeur Maurice Kamto comme un personnage, comme un va-nu-pied. Du tout. Je vous en prie, je m'adresse au monsieur du PCN. Vous pouvez me laisser parler un peu? Vous voyez, sur ce plateau, ce que le PCN et Cabral Libé savent faire, c'est d'acheter les timbres pour déposer des plaintes. C'est sur ce plateau, lorsque j'ai terminé une émission, mon nom a circulé sur les réseaux sociaux avec des citations directes que jusqu'à aujourd'hui j'attends, ça n'est jamais parvenu. Dites donc au PCN que je continue à attendre ces citations directes. Pour dire tout simplement que quand vous venez sur un plateau, vous décidez d'attaquer le leader du MRC avec des paroles extrêmement violentes. Si je fais pareil, c'est le summum de l'immoralité. Laissez-le parler. Laissez-moi parler. Zobam, je vous en prie. Moi, je sais, Et vous avez écouté pendant plus d'une quinzaine de minutes. Si je fais pareil, s'il vous plaît, votre leader va chercher tous ses avocats et dès le lendemain matin, mon nom sera sur les réseaux sociaux que le militant du MRC ira en prison. Cabral Libya a fait ceci. Mais je vais vous dire une chose. Je vous conseille vivement de rentrer chercher votre plainte des citations directes et dites à votre leader que je continue à attendre ces citations directes. Je ne vais pas entrer dans votre jeu, parce que votre jeu, une fois qu'on va vous répondre, vous allez mettre votre équipe pour tirer sur les gens, pour dire on va faire ceci, on va faire ceci, mais ça ne passera pas. Vous avez dit que le professeur Maurice Kamto a servi le régime, soit j'aurais pu me livrer un exercice pareil pour votre leader Cabral Libye, mais venir me livrer à ça... Sortez le décret. Écoutez, j'aurais pu me livrer à un pareil exercice. Mais le faire, ça serait accorder de l'importance à quelqu'un qui, ma foi, ne vaut pas la peine que je parle de lui. Ah là, vous l'insultez. Bien, prenez comme vous pouvez prendre. Alors, maintenant, j'ai cru entendre ici qu'en 2008, le professeur Maurice Kamto est allé défendre la modification de la Constitution à l'Assemblée nationale. Monsieur Dipita, vous êtes journaliste. Ceux qui disent même ça ne croient même pas ce qu'ils disent. Le professeur Maurice Kamto
n'est jamais allé à l'Assemblée nationale en 2008 pour défendre un projet de modification de la Constitution. La répétition d'un mensonge ne sera jamais la vérité. Par contre, lorsque les gens sont allés modifier la Constitution, on a voulu à un moment donné que le professeur Maurice Kamto aille sur les plateaux de télé pour expliquer aux gens le bien fondé d'une telle modification. Il a estimé, M. Dipita, vous l'avez reçu sur une interview, il vous l'a dit, il a estimé que n'ayant pas été consulté au départ, les gens ne peuvent pas arrêter des choses et on lui demande justement d'aller justement expliquer le bien fondé aux populations. De signer la motion de soutien. Je vous en prie. Vous voyez, M. Abama... Non, je vous donne un élément. Hein. Vous me laissez parler. Notez, je sais vous que reviendrez avec je sais que vous avez ce genre d'exercice. Prenez un bic et une feuille et puis notez. Vous reviendrez là-dessus. Monsieur Dipita, je crois que le professeur Maurice Kamto, vous avez bien répondu. Donc, celui du PCRN qui, dans son agitation, parle d'une constitution de 2008 dont il n'a même pas connaissance de comment les choses se sont passées, je voudrais tout simplement lui dire qu'il ne faudrait pas qu'à un moment donné, on pense qu'en répétant un mensonge au quotidien, ça sera la vérité. Vous parlez tantôt du code électoral. Je suis tellement choqué et je ne voudrais pas penser qu'il y aurait justement le moment venu une trahison. Vous savez très bien qu'il y a un ensemble de partis d'opposition qui se sont mis ensemble dans le but de voir comment réécrire le code électoral, dans le but de faire peut-être des propositions. C'est tenu par Mme Damdoya, qui est le chef de file. Votre leader en fait partie. Le leader du SDF en fait partie. Mais lorsque je vois des gens venir parler de ce code électoral, eh bien, j'ai envie de me poser la question, quand vous vous rendez dans ces différentes assises, c'est pour faire quoi exactement? Personne ne peut nier que le code électoral pose problème. Mais nous ne sommes pas ici pour le code électoral. Je crois que le sujet 1 parle de Hubert Mononjana. Monsieur Abama, vous avez dit ici, vous avez tenté de raconter l'histoire dans les années 80. Je vais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Le professeur Hubert Mononjana écrit un livre. Je crois que c'était sur l'idée sociale sur Paul Biya. Je crois que c'est ça. Et nous savons tous que quand il écrit, il souhaite justement que le professeur Maurice Kamto lance un coup d'œil, essaie de parcourir. Ah bon? Nous savons tous. Mais si vous ne le savez pas, c'est connu. Hein? L'histoire est connue. Donc, il donne dans ses écrits, et le professeur Maurice Kamto lui dit, si tu souhaites justement que je passe en revue un certain nombre de choses, tu me laisses ma liberté de ton. Et le professeur Maurice Kamto a donc estimé dans ses notes de lecture qu'il y avait problème. Parce qu'il estimait que on ne peut pas, que M. Biya vient de prendre le pouvoir, et on ne peut pas commencer à dire des choses que M. Biya n'a pas réalisées. Il estimait que c'était très précoce de présenter M. Biya comme le Messie. Il estimait qu'on devait pouvoir juger le maçon au pied du mur. Et il disait au professeur Mononjana, laissons-le travailler et après on fera le bilan. Sauf que malheureusement, ça n'a pas été pris d'un bon œil. Vous voyez, je suis un peu gêné de raconter cette histoire. Parce que vous m'avez dit tantôt ici qu'il y a un mort et chez nous on respecte les morts. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train de faire une sorte de procès entre guillemets. Je suis mal de pouvoir donner des contre-vérités. Raconter l'histoire, vous n'êtes pas mal. Suivez. Je suis gêné. Je vais revenir parce que je la connais très bien. Écoutez, je suis gêné de me retrouver dans un tel exercice. Et donc, lorsque le professeur Maurice Kamto a sa liberté de ton, il fait des observations, le professeur Mononjana n'a pas apprécié. Et nous savons tous, je préfère couper, et nous savons tous où ça s'est terminé, comment le professeur Maurice Kamto a été arrêté. L'histoire est bel et bien connue. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Quand j'ai parlé tantôt à l'introduction que le professeur Mononjana était un homme intelligent et qu'au sens du professeur Maurice Kamto, il aurait été souhaitable que cette intelligence soit mise au service de l'intérêt général. Et que d'une manière ou d'une autre, bien qu'en le faisant, il y a eu peut-être des dérapages qui ont peut-être conduit à des contre-valeurs.
Je me refuse ici d'utiliser des expressions, comme vous le dites, ethno-fascistes et autres. Je ne vais pas m'y intéresser parce que si on veut encore entrer là, pour moi, c'est un autre débat. Et ce débat, justement, on peut l'étendre à tous les niveaux. C'est pourquoi, pour résumer ça, j'ai préféré parler des contre-valeurs. Donc, des expressions comme celle-là, je me refuse justement de les prononcer. Je voudrais donc terminer en disant tout simplement que, quoi qu'on dise, les propos du professeur président Maurice Kamto aujourd'hui font l'objet d'une récupération politique, qu'on le veuille ou pas. Vous voyez donc que ça a permis au monsieur du SDF, dans un certain marketing dont lui seul détient la paternité, il peut justement faire ressortir des incohérences du professeur Maurice Kamto. Et j'ai tenu à lui rappeler que le père fondateur au Cameroun, et que ce soit connu, si vous voulez, que le père fondateur des incohérences, c'est bel et bien M. Fondi. Mais vous, M. Abama, lorsque vous parlez des ethno-fascistes et tout ce qui va avec, je voudrais tout simplement vous dire, essayez de méditer pour savoir d'où les expressions ou bien des adjectifs ou bien tout ce que vous pouvez penser comme Ekan, comme Essingan, il faut bien qu'on sache d'où ça sort. Nous savons tous qui a créé l'expression Essingan. Quand on dit Ekan, et on la notion même d'octotone et d'halogène, on sait très bien où ça sort. C'est pourquoi je vous dis tout simplement que je me dois d'être prudent. Parce que je ne voudrais pas qu'on prenne le décès du professeur Hubert Monondiana pour déterrer des choses justement qui peuvent mettre le Cameroun dans une situation inconfortable. C'est pourquoi je me refuse justement d'entrer dans ce jeu. Mais je vous demande tout simplement de vous souvenir d'où viennent des expressions comme Essigan, d'où viennent des expressions comme Ekan, d'où viennent des expressions comme octotone et halogène. Oui, par exemple. S'il te plaît. Une seconde, pardon. Parce qu'il m'interpelle. C'est un devoir pédagogique. Je finis par ce qu'il a dit, Ekan, truc, et Ola, dont l'autre parle. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que j'estime que ça, c'est notre richesse traditionnelle. Et que notre richesse traditionnelle ne prenne pas au débat public, ce n'est pas un problème, c'est même bien. Mais je reviens sur autochtone et halogène. Je voudrais lui dire, et je voudrais qu'à la maison, les gens sachent que ce sont les Nations Unies qui, je pense déjà, il y avait en 1992, en 2008 et je pense en 2015, qui ont pris des textes pour dire que dans tous les pays du monde, il faut que les États prennent un certain nombre de lois pour protéger les minorités, pour protéger les autochtones. Et comme il y avait un débat, allez vous renseigner, M. Wabo, comme il y avait un débat sur le statut de l'autochtone, parce que les gens se demandaient alors, mais qui est autochtone? Les Nations Unies ont donné une réponse. Ils disent continuité de vie sur un territoire, ascendance, langue et ainsi de suite. Ces éléments-là, quand vous les prenez, vous les mettez dans le champ camerounais, tout le monde sait qui est autochtone. Donc, ne venez pas faire de ce débat un débat camerouno-camerounais. C'est une question mondiale. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne vais pas rentrer sur le récit mensonger de l'arrestation de votre leader à la suite de sa note de lecture. Je ne vais pas revenir là-dessus. Parce que si je fais cette précision-là, j'ai peur qu'on ne finisse par ce débat. Monsieur Abama, je vous ai dit tantôt que... C'est pas un ping-pong. Je peux faire la précision. Non, je vous en prie. Je peux revenir là-dessus. Je vous ai dit que je ne voudrais pas me livrer à un certain exercice. C'est ça que je vous dis. Non, écoutez, ça, si vous voulez, en offre... Non, pas en offre. Je veux qu'on fasse ça devant les téléspectateurs. Non, je suis désolé. Vous savez pourquoi je veux qu'on fasse devant les téléspectateurs? Je vais vous démontrer que, M. Wabo, la seule attitude que vous auriez dû avoir, c'est que vous auriez dû faire profil bas. Votre leader a merdé, présenter des excuses. Je vous en prie. On va retirer le mot merder aussi. D'accord. Ce que vous faites justement, moi je ne veux pas entrer dans ce jeu. Je ne voudrais pas profiter de la mort du professeur Hubert Monondiana pour déterrer un certain nombre de choses. D'accord. Je suis désolé. Parole à Biol et puis à Zumba, mais sur la deuxième question, la question était de savoir si ce n'est pas la résurgence ou le retour d'un débat qui a eu lieu au milieu des années 80, une forme de prolongation à travers cet hommage post-mortem. Je pense que c'est exact. C'est un pan de l'affaire qu'il fallait effectivement voir. Parce que, au-delà des incohérences que j'ai relevées, n'est-ce pas, de M. Kamto, lorsqu'il s'attaque à une victime, et il oublie de le faire quand c'est le bourreau qui décède, il y a aussi effectivement qu'il envoie
lorsqu'il fait allusion au tropisme ethno-idéologique du professeur Mononzana, il envoie, n'est-ce pas, un message aux extrémistes, n'est-ce pas, de son bord communautaire et aussi aux extrémistes de l'autre bord communautaire, qui est, n'est-ce pas, il cible certainement, c'est-à-dire que les bêtis. Parce que, voyez-vous, il y en a qui ont pris pour ambition de vouloir cristalliser le débat entre deux grandes communautés au Cameroun. Ils veulent construire un débat, un affrontement entre leur communauté, une communauté de l'Ouest, l'Est Cameroun, et la communauté Biti. Voilà où certaines personnes vont jusqu'à dire que les Biti occupent tous les postes au Cameroun, que les Bétis sont partout, il y a un pouvoir Béti au Cameroun, on parle d'un régime Béti. Donc c'est la suite de ce débat des années 80 où on nous en a parlé à l'époque, n'est-ce pas, des ethno-fascistes, c'est-à-dire que des gens qui veulent prendre le pouvoir sur la base communautaire. Et c'est un élément important dans la stratégie de certains partis politiques au Cameroun. Parce que il y a un vote communautaire, et effectivement, il y a un vote communautaire au Cameroun. C'est-à-dire que certaines personnes votent, n'est-ce pas, par un réflexe communautaire. Dès lors qu'ils sont peut-être de telle communauté ou de telle autre communauté, ils essaient d'exprimer un vote. Beaucoup misent dans leur stratégie sur ce point-là. Voilà pourquoi vous verrez certains leaders politiques, n'est-ce pas, lorsqu'il y a des dominations à certaines fonctions au Cameroun, ils se mettent à compter les ressources de leur région. Et lorsqu'on nomme peut-être au conseil constitutionnel ou bien à la Cour suprême, ils se mettent à compter les ressortissants de la région et après ça publient des communiqués pour dénoncer le fait que leur communauté n'est pas suffisamment représentée. Donc voilà pourquoi je dis effectivement que c'était un pan, n'est-ce pas, qu'il fallait relever dans le message que M. Kamto a qu'il a publié. Mais véritablement, il faut le dénoncer parce que véritablement, ce n'est pas du tout intéressant. Quels que soient les bords d'où se trouvent les extrémistes aujourd'hui au Cameroun, il faut qu'on leur dise que nous avons un pays à construire, nous avons une nation à bâtir. Penser prendre le pouvoir sur une base communautaire, c'est un tort. Parce que quelle que soit la communauté à laquelle vous appartenez, vous ne pouvez pas avoir les mêmes intérêts. Que vous soyez de l'Ouest Cameroun, vous ne pouvez pas avoir les mêmes intérêts parce que vous appartenez à cette communauté. Que vous soyez des Bassars, vous ne pouvez pas avoir les mêmes intérêts. Il y a un conflit d'intérêts sur la base du fait qu'il y en a, et Moudon Zana l'a exprimé, il a dit qu'au Cameroun, il n'y a pas, comme on dit, on prétend, 254 ethnies. Il a dit au soir, on peut dire que ces dernières années, qu'il a dit qu'il y a deux communautés au Cameroun, n'est-ce pas? Ceux qui ont confisqué tous les biens de l'État, à qui tout appartient, et ceux qui n'ont rien. Voilà les véritables communautés. Donc il faut donc interpeller les Camerounais à se battre sur des questions économiques. Il y en a qui ont confisqué toutes les richesses, tous les biens de la nation. Ceux-là, il faut qu'on aille chercher ces richesses-là afin de les redistribuer à tous les Camerounais. Il ne s'agit pas de dire que aujourd'hui, nous avons déjà assez tontiné, c'est notre tour de bouffer. Non. Est-ce qu'on est toujours dans le débat? Non, nous sommes dans le débat. Nous sommes dans le débat. Parce que lorsque quelqu'un évoque un tropisme, qu'est-ce qui s'explique? Lorsque quelqu'un évoque un tropisme ethno-idéologique, ça veut dire que pour lui, il y a des gens qui ont décidé que le pouvoir, ils ont le pouvoir. Il veut relancer le débat communautaire. Oui, ils ont le pouvoir et le pouvoir est à eux et ils doivent garder le pouvoir. Et pendant ce temps, d'autres disent qu'ils doivent confisquer, ils doivent aussi, n'est-ce pas, se battre à récupérer ce pouvoir-là des mains de la communauté qu'il a actuellement. Moi, je veux dire que le Camerounais qui est au marché de Mokolo à Yaoundé, lorsqu'il est petit, il ne se sent pas impliqué dans la gestion du pays parce que monsieur Biya est au pouvoir et parce qu'il est boulot. Donc, ce thème-là qu'il a introduit sciemment dans ce qu'il a appelé son hommage, n'est-ce pas, au professeur Mononzana, et il est fait exprès. Il est fait exprès pour envoyer un message subliminal à une communauté pour leur dire que je défends vos intérêts. Et c'est ce qui est déplorable.
Zumba, sur la question, la deuxième question est celle de savoir si nous sommes dans la prolongation d'un débat qui a eu au cours des années, à la fin des années 80. Oui, député Tongo, malheureusement, je dirais non. Pourquoi? Parce que un débat qui a eu lieu dans les années 80 devait se poursuivre et on devait prendre à témoin que c'est dans la poursuite du débat. Mais moi, je classe ça comme de la lâcheté, c'est-à-dire tirer sur le corbillard. Donc, il faut dire des choses à quelqu'un de son vivant, en face. Quand on est garçon, c'est comme ça. Et on n'attend pas que la personne tombe pour venir vraiment profaner le corps. Vraiment, c'est déplorable que ce soit tenu par quelqu'un qui quand même a été candidat à une élection présidentielle et est sorti deuxième, et en qui une certaine catégorie de population a mis tout son espoir. Mais regardez, depuis lors, avec ces incohérences, partira, tout ça, et les défections massives. Aujourd'hui, non, on va aller alors que les mêmes conditions. C'est-à-dire, ça fait, je ne sais pas, n'embrouillez pas les Camerounais. Laissez vraiment les Camerounais scruter au pain fin les propositions que les partis politiques sérieux comme le PCRN offrent. Parce que nous disons toujours, nous avons un projet. Nous proposons le fédéralisme communautaire. Qu'est-ce que les autres proposent? Rien du tout. Bavarder à longueur de journée, monter, descendre, manipuler la masse, non. Les Camerounais sont assez intelligents, fort heureusement, pour savoir à qui ils ont affaire désormais. Parce qu'on ne peut pas confier son destin à quelqu'un qui manque du 1er au 31, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour juste exister. Parce que vous voyez ici, nous avons un poids politique à travers nos élus. Le SDF pèse, le PCRN pèse, mon ami de l'autre côté, Yves Abama pèse. Mais moi, député Tongo, je connais votre sérieux. Moi, je me dis que vous pouvez inviter les gens qui ont au moins sont élus par rapport à ça. Mais moi, je ne sais pas le critère pour lequel quelqu'un comme ça peut s'asseoir sur une table comme nous, ici, au même pied, pour... je ne sais pas. Quelle est l'offre? Et quel est le poids? Hein? Moi, vous n'allez pas non plus. Je sais que. Vous n'allez pas non plus dire que le MRC est un parti qui ne compte pas sur la scène politique. Non, combien? Même pas un élu, même pas une poule élue. Ah ben, oui. Quand on boycotte, ça veut dire qu'on sait qu'on est capable de ne pas convaincre. Et il faut se cacher derrière le manque d'offres pour embrouiller les Camerounais pour dire que non, moi j'ai proposé le boycott et le boycott a payé. Le boycott a payé où? Les 180 sièges ont été pourvus, les 300 communes ont été occupées. Donc, en quoi le boycott a profité aux Camerounais? Si ce n'est même, c'est-à-dire la dissension dans ses propres rangs, où les gens ont pris les tangentes diverses. Et aujourd'hui, je ne sais pas, personne ne peut prendre un tel personnage au sérieux. C'est comme ça. Monsieur Dipita, j'avoue que si je n'avais pas reçu une bonne éducation, je serais en train de verser dans la poubelle avec le monsieur du PCRN. Parce que j'ai le sentiment que lorsque le PCRN va sur des plateaux, c'est comme si on vous passait dans le centre d'une église de réveil, on vous absorbait le cerveau et vous dites du n'importe quoi. Je suis mal là-dedans. Les débats, on n'a pas d'élu, on a quel poids? Vous ne voyez pas que vous-même vous faites un peu comme un comédien? Je suis très peiné. Vous demandez à quel titre le MRC devait être ici. J'ai envie de vous dire en toute sincérité que si nous sortons sur ce plateau de télé, vous et moi, nous ne pouvons pas nous asseoir sur la même table. Je suis gêné de par l'éducation. Je suis gêné. Monsieur Dipita, je suis gêné. Parce que chaque fois parler, vous retournez, vous demandez, monsieur Dipita, vous êtes quelqu'un de sérieux, vous faites comment pour inviter le MRC, il n'a aucun poids. Mais j'ai envie de dire que pour moi, vous êtes un comédien. Pour moi, vous êtes un comédien. Mais je vous ai dit que ça semble être peut-être votre style de communication propre à vous, parce que j'ai déjà eu à discuter avec certaines personnes du PCRN que je trouve polies et courtois, et qui élèvent souvent le débat.
Mais avec vous, j'ai l'impression qu'on verse dans le Autant j'ai demandé et obtenu de Zoba tout à l'heure j'ai été sidéré par la profanation de des retirer quelques épithètes. Oui. Autant je vous demanderai également de retirer... Quoi, l'expression comédien? Par exemple. Je retire. Merci. Bien. Je vous laisse poursuivre. Alors, je vais donc, M. Dipita, terminer en lisant, si vous me permettez, Bien sûr. un fragment du texte de Mongobeti qu'il écrivait à propos du professeur Hubert Monondiana. Et tout simplement pour dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas évacué le débat sur la République. Précise que quand il écrivait, Monondiana vivait. Il va vraiment. Ça devient une habitude. Je voudrais dire que jusqu'aujourd'hui, on n'a pas levé le conflit entre le royaume et la République. C'est une parenthèse. Je voudrais donc lire Mongobeti à propos de Monondiana. Oui, mais je crois qu'il faut bien préciser que quand on accuse M. Biya d'attiser la haine contre les Bamileke, ce n'est pas une accusation en l'air. Il faut bien voir quel a été le point de départ scandaleux de cette campagne. C'est un certain Monondiana, professeur de philosophie à l'université de Yaoundé, proche collaborateur de M. Biya, en fait son encenseur attitré et aussi son lolographe, qui au cours d'un débat public et sans autre argument que la mention d'ouvrage, dont les auteurs protestaient contre les persécutions, qui n'ont cessé de frapper les Bamileke. Accuser ces derniers d'ethnofascistes Ça, c'est bien ça. par une, je vous en prie, par une sorte d'inversion perverse. Par on ne sait quelle magie, les victimes étaient brusquement transformées en bourreaux. Cela rappelle les méthodes du fascisme. La campagne contre les Bamileke devient fracassante ce jour-là pour la première fois. Je voudrais rappeler ici que, pour qui connaît bien l'écrivain Mongobeti, c'est lui qui le dit. Je voudrais tout simplement faire observer aux uns et aux autres que... Continuez, pour qui vous voyez connaît pourquoi, bien ces positions anti-système, vous voyez pourquoi, donc ça ne surprend pas. Écoutez. Ça ne surprend pas. Et je... Monsieur Abama... Il est dans la manipulation. Monsieur là. Abama, vous allez corriger quand il Abama, aura fini. Vous voyez que moi, je le laisse parler et puis j'essaie de corriger éventuellement après. Quand il aura terminé, on pourra le reprendre simplement. De toute façon, ce fragment est de Mongobeti. Je vous ai dit que j'étais gêné de venir faire le procès de mort. Mais vous avez bien voulu qu'on se livre à cet exercice. Je me suis battu justement pour ne pas me livrer à cela. Je crois que je peux m'en réjouir parce que je ne suis pas tombé dans ce genre de choses. J'ai voulu tout simplement vous faire comprendre que le monsieur du PCRN, qui a utilisé tous les épithètes pour qualifier le leader du MRC, est bien. Ceci, ce que je viens de lire, n'est pas du professeur Maurice Kamto, mais il est justement de l'écrivain Mongobeti. D'accord. Alors, maintenant, essayons donc de remettre ce débat en contexte. Est-ce qu'il n'y a pas un sous-entendu quand même dans le débat public ambiant? Ce qu'on évite, ce que tout le monde évite, évidemment, de mettre sur la place publique, l'ethnofascisme, ce débat qui tourne autour des tribus. Est-ce que, c'est pour ça que je demandais tout à l'heure, est-ce que ce n'est pas la prolongation d'un débat qui a eu lieu, mais pour véritablement mettre le doigt dans la plaie? Est-ce que notre société ne souffre pas de ce mal autour de l'ethnie? Et un mal qui, fatalement, peut-être de façon pudique, peut-être sous forme de tabou, n'est pas porté sur la place publique tel qu'il est ressenti. Je me suis fait comprendre, Yves, allez-y. Voilà. En fait, vous avez raison hein, de présenter la chose comme ça, et surtout que notre pays est un pays multicommunautaire. Ce n'est vraiment pas évident de venir à la télévision citer les communautés en bien ou en mal. C'est pour ça que tout à l'heure, j'aurais aimé qu'on ne nous cite pas. On ne cite pas les communautés sur le plateau. Je dis bien en bien ou en mal. Bon, c'était une reprise de texte. C'est pour ça qu'on peut faire un accord. C'est ça que j'ai dit que en fait, ça relève de la manipulation. Ça relève de la manipulation. Pourquoi?
quiconque a un peu de culture politique, et je n'en doute pas, je ne doute pas que mon frère Maswabo en ait, sait très bien qui était Mongo Bechi par rapport au régime en place. C'est-à-dire que Mongo Bechi est l'un des plus furieux adversaires du président Biya. Et je ne sais pas si ça peut étonner quelqu'un de ce que un de nos plus furieux adversaires dise sur nous la chose la plus diabolique qui soit. S'il faut juger son degré de rationalité au moment où il parle, on le situe où. Il parlait tout à l'heure d'ouvrage, et dans le texte de Mongo Bechi, il dit que le professeur Monon Diana s'est contenté de citer des auteurs qui n'ont fait que relever un certain nombre d'éléments. Lors de ces débats publics, le professeur Monon Diana a eu l'occasion de confondre ses adversaires, et en quoi faisant? C'est-à-dire qu'il est allé dans des livres, et je redis, je ne vais pas citer, de donner certains titres ici, parce que pour moi, ce sont des ouvrages à ne pas lire. C'est comme Mein Kampf. Donc, il a cité où les gens prennent une communauté, ils vous la présentent comme la communauté persécutée, la communauté dont l'État aurait peur. Vous voyez? Et je précise que ces gens-là n'ont jamais été envoyés par cette communauté. Je précise bien. Donc, c'est de la pure manipulation. On prend des fragments de texte, quand ça nous arrange, on vient les mettre sur la table. Si les uns et les autres avaient eu la culture, étaient allés fouiller un peu pour voir ce qu'on mettait sur la table comme proposition, je vous assure, on aurait froid d'eau. Et je rappelle que, jusqu'ici, aucun de ces intellectuels, aucun, même pas le président du MRC, aucun de ces intellectuels n'a nié la thèse formulée par le professeur Monon Diana. Quand vous écoutez les uns et les autres, vous avez le sentiment que, justement, on lui reproche d'avoir parlé de cette manière-là. Vous voyez, c'est pour ça qu'il fallait le jeter à la poubelle. Effectivement, parler des communautés dans notre pays, c'est sensible. Voilà pourquoi ce débat, on doit le faire en public avec pudeur. Remarquez que la question du tribalisme a connu une croissance exponentielle après le contentieux post-électoral de 2018. Il y a un discours que quelqu'un a tenu où il a indexé les communautés. C'est-à-dire qu'il se présente d'abord, il présente sa communauté, après il indexe une autre communauté, comme pour dire aux autres communautés que, ah, voilà votre problème. Et c'est quelques temps après qu'un monsieur comme Nganang, qu'on ne présente plus, sort et vous dit, il théorise le génocide d'une certaine communauté. Vraiment, ce débat est sale. Ce débat est laid. Quand M. Kamto nous parle de tropisme ethno-idéologique, en réalité, M. Kamto, qu'il se mette devant un miroir, qu'il essaie d'étudier ses discours, qu'il essaie d'étudier ses postures, qu'il essaie d'étudier la structuration de son parti politique, que M. Kamto essaie de voir ce qu'il a fait des ressortissants de sa communauté qui n'ont pas voulu le suivre. Vous avez été ici en 2018, non? Les ressortissants de sa communauté qui avaient dit, nous autres, nous sommes dans le RDPC, nous sommes dans le PCRN, nous sommes dans tel, dans tel, dans tel. Je vous assure, ils ont été brocadés comme vous ne pouvez pas vous imaginer. Brocadés simplement pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de suivre, parce qu'ils ont décidé que pour eux, la politique, ce n'est pas la communauté. Parce qu'ils ont été effrayés par le nauséeux débat des années 80. Ouais. Ils ont été effrayés, ils ont vu que cette affaire-ci peut brûler ce pays. Et je prie, je demande aux politiciens camerounais d'élever le niveau du débat. Nous pouvons élever le niveau du débat. On n'est pas obligé d'agiter les ethnies, d'agiter les communautés pour penser gagner quelques suffrages. On ne peut pas le faire. Dans ce pays, M. Dipita, je ne sais pas, aucun politologue sérieux ne me contredira là-dessus. Dans ce pays, vous ne pouvez pas gagner une élection avec votre communauté seulement. C'est impossible. Vous ne pouvez pas. Les communautés au Cameroun, regardez comment nos quartiers, nos villes sont construites. Ma maison est ici. La maison d'un autre est là, et puis celle d'un autre est là, et puis les Camerounais vivent bien. Que les politiciens du malheur, que les politiciens en manque de sensation, que les politiciens sans repère ne viennent pas jeter de l'huile sur le feu. Le débat des années 80 est derrière nous. Il n'était pas opportun que le décès du professeur Monon Diana vienne le relancer. Les gens qui l'ont fait dans une intention qui est claire. Préparer des éléments de langage qu'ils viendront présenter à l'élection présidentielle de 2025 ou avant, si jamais ils sont candidats. Parce que là, il faut encore en discuter. Zouba,
Voilà, député Tongo, et là, vraiment par rapport aux interventions de mon copanéliste de gauche, M. Yves Abama, là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui aussi. Parce que, vraiment... c'est normal que tu ne sois pas d'accord. Voilà. Le livre est là. Donc, parler de sa communauté n'est pas un tabou. Moi, quand quelqu'un me dit qu'il est Bamileke, ça ne me gêne pas. Alors, parce que chacun de nous appartient à une communauté. Et d'ailleurs, nous faisons de la communauté un élément de notre projet politique. Alors, et comme il a parlé, comme M. Max Wabo a parlé tout à l'heure de Bamileke, et d'ailleurs, nous citons toujours la communauté Bamileke comme l'exemple type du fédéralisme communautaire que nous prônons. Pourquoi? Parce que moi, je suis Zurumba Pabame, fils de Pabame, fils de Nyako, fils de Motodon, fils de Moulimade. J'appartiens au clan Begbere de l'ethnie Guida. C'est comme ça que je m'identifie. C'est mon identité. Nous sommes tous donc ici, nous appartenons donc tous ici à une identité anthropologique. Personne de nous ne choisit sa communauté, son clan, sa tribu. Personne de nous ne choisit. Et cette différence, nous devons plutôt la capitaliser et l'exalter pour faire une richesse. Parce que comme quelqu'un l'a dit, si tu diffères de moi, tu ne m'appauvris pas, tu m'enrichis plutôt. Nos différences devaient faire une richesse. Mais c'est la mauvaise utilisation de notre communauté qui fait de nous une proie. Et ça, c'est vraiment la mauvaise organisation du système qui nous dresse les uns contre les autres, en nous cognant les têtes. C'est le système qui envoie l'autre tenir le concours, le discours sur le concours. Donc, et là donc, s'il vous plaît, essayez un peu de ne pas me couper. Donc, vous voyez un peu, quand la mauvaise organisation du système nous cogne les têtes, vraiment, ça dresse les communautés les unes contre les autres. Et puis aussi, appartenir à une certaine communauté ou à n'importe quelle communauté ne donne pas le droit d'exalter cette communauté comme supérieure aux autres. C'est là où les problèmes naissent. Mais sinon, une communauté voisine peut s'organiser pour vivre sur son sol comme bon lui semble, par rapport à ses us et coutumes. Mais là où ça commence à faire mal, c'est quand on se déplace pour aller coloniser une autre communauté, exproprier et faire du n'importe quoi, asphyxier même une communauté sur ses bases. Non, ça, nous ne l'admettons pas. C'est pour ça qu'on est pour un Cameroun qui protège et qui libère les énergies. La protection, il faut protéger les hommes. Ces hommes vivent quelque part. Ces hommes sont de quelque part. Il faut les protéger dans leur milieu de vie. C'est ça le rôle de l'État. Et c'est ça le fédéralisme communautaire. Nous irons donc concrètement par rapport à tout ça. Notre fédéralisme communautaire, c'est loin d'être de l'ethnofascisme parce que les Camerounais sont déjà même, avant même l'arrivée de la du colon, organisés en communauté. On vivait en communauté avant l'arrivée des Allemands. On vivait en communauté avant que les Français et Anglais ne prennent part de notre pays. Et aujourd'hui, on agite plutôt l'élément de colonisation comme l'élément de différence pour s'identifier comme francophone et anglophone. Non. Heureusement, fort de cela, Chief Mkwete, avant sa mort, a dit « Moi, je suis Sawa. Je ne suis pas anglophone. » Et là, donc, le fédéralisme communautaire propose donc concrètement des solutions à la crise qu'on dit anglophone. Lorsqu'on aura des régions purement comme identitaires au Cameroun, on peut retracer avec le BIC et faire vivre la communauté Sawa dans la même région qui peut carrément s'appeler région Sawa. Ça ne fait du mal à personne. Quand on dit je vais à Douala, Douala c'est le nom d'une ethnie ou d'une tribu, ça ne dérange personne. Mais c'est comme on dit, quand on dit je vais à Bafoussam, Bafoussam c'est une ethnie, il y a les Bafoussam, je vais à Bafang, c'est quelque chose. Et ailleurs, la colonisation a voulu donc effacer les communautés et en mettant quelque chose qui ne les représente pas. Nord, sud, est, tout ça, ça ne veut rien dire. Faisons avec
nos différences, exaltons nos différences. C'est ça plutôt qui est une richesse. Mais ne disons pas que Bafoussam est une ennemi. On peut corriger ça aussi. Il y a des Bafoussam. Quand tu demandes à quelqu'un, tu es quoi? Il dit qu'il est Bafoussam. Je veux dire que le discours sur les communautés et les calculs communautaires de certains leaders politiques sont dangereux. Et je veux citer Oumniobé. Oumniobé disait ceci: le tribalisme est l'un des champs fertiles des oppositions africaines. Nous ne sommes pas des détribaliseurs, comme d'aucuns le prétendent. Nous reconnaissons la valeur historique des ethnies de notre peuple. C'est la source même d'où jaillira la modernisation de la culture nationale. Mais nous n'avons pas le droit de nous servir de l'existence des ethnies comme moyen de lutte politique ou de conflit de personnes. Nous n'avons pas le droit de nous servir de l'existence des ethnies comme moyen de lutte politique ou de conflit de personnes. Voilà donc où le problème se pose. Lorsque des gens bâtissent des stratégies où ils se disent, pour que nous arrivions au pouvoir, il faut que nous cristallisions les conflits pour pouvoir rassembler, souder des blocs communautaires et instrumentaliser, n'est-ce pas, cette cristallisation-là pour obtenir un résultat politique. C'est en ce moment-là que c'est dangereux. Et c'est dangereux parce que il y a un Camerounais en qui beaucoup d'autres ont fondé leurs espoirs et lui ont accordé des suffrages, mais il est allé au Conseil constitutionnel pour demander le lieu où il doit faire un concours pour devenir boule. C'était pourquoi? C'était pour cristalliser les communautés. C'était pour regrouper autour de lui une communauté dont il dit être originaire et pour l'opposer à une autre dont il dit qu'elle a le pouvoir. C'était pour dire que le pays, le gouvernement, le régime qui dirige le pays est un régime boulou. Et ou pour dire que pour pouvoir diriger ce Cameroun, ce pays-ci, il faut forcément être boulou ou il faut être bêtis. Voilà ce que signifiait ce discours. Et c'est un tel discours qui est dangereux et que les Camerounais doivent condamner et dénoncer. Nous ne pouvons pas accepter que des gens prennent des thèmes comme ceux-là pour venir les exposer, les revendiquer, n'est-ce pas, de tels thèmes dans des lieux qui doivent être considérés comme des lieux sacrés pour la République. Donc, pour nous, dans l'espace politique, on doit mettre, n'est-ce pas, sur la table les projets. Le SDF a un projet pour le Cameroun, c'est un projet fédéraliste. Nous pensons que sur la base du fédéralisme, les populations, là où elles sont, n'est-ce pas, peuvent travailler à développer leur contrée, à développer les États dont elles auront à défendre la citoyenneté pour construire ces parties du pays-là et que pour tout l'ensemble du pays, nous en bénéficions parce que nous aurons fédéré toutes les énergies, nous aurons fédéré tous les apports des le même programme, fédérer les non, énergies. ce ne s'agit pas tout simplement, ce n'est pas tout simplement pour le dire avec les mots, il s'agit tout simplement d'amener les Camerounais, n'est-ce pas, à aller dans ce sens-là et que dans la Constitution, véritablement, le fédéralisme soit inscrit et que toutes les contrées, c'est-à-dire tous les États qui seront institués en ce moment-là, puissent se développer et exploiter leurs richesses dans l'espace qu'elles auront à diriger. Donc, pour nous, voilà pourquoi nous vous tendons la main pour la coalition. Oui, c'est peut-être pour ça aussi que Cabral Liby était au congrès du SDF récemment, où il a été très applaudi, parce qu'il a tenu un discours qui faisait comprendre que, n'est-ce pas, il était possible pour nous de travailler ensemble et de bâtir une nation prospère où on ne fondera plus véritablement comme la chose la plus importante, les divisions, la haine, le ressentiment, mais où on ira véritablement dans la constitution du Cameroun avec des programmes. Voilà ce que nous pensons qui serait idéal pour notre pays. Yves, Abama. Et la question? La question, pour revenir, c'était un peu de recontextualiser sur ce volet de tabou par rapport à la problématique de fond
Oui. Le discours public sur le tribalisme, l'ethnofascisme. Oui, le tabou s'explique, hein, et il s'explique d'autant plus que je viens d'entendre un discours de mon compatriote du PCN là, que je ne partage pas beaucoup, parce que en même temps, nous dénonçons une certaine façon de faire chez certains leaders. En même temps, nous devons envoyer des signaux de ce que nous sommes pour la cohabitation des uns et des autres sans réserve. Je rappelle que selon la constitution de notre pays, chaque Camerounais est libre d'aller et venir, de s'établir où il veut. Donc, je trouve qu'il est inadmissible qu'on dise sur un plateau de télévision qu'il y en a qui viennent pour envahir les autres, il y en a qui viennent pour ci ou ça. Le président Biya est arrivé au pouvoir en 82. Il a ouvert le jeu, il a ouvert la circulation intercommunautaire et depuis lors, les Camerounais circulent. Les Camerounais font plus que circuler, ils se marient, ils font beaucoup d'autres choses. Il y a des Camerounais aujourd'hui qui ne peuvent plus vous dire de quelle région ils sont originaires. C'est pour ça que j'ai toujours de la peine à partager un certain projet de mes amis du PCN. On veut faire le fédéralisme, faites une proposition, mais faites une proposition qui ne va pas faire qu'un jour, ce pays ait des problèmes et qu'il soit à feu et à sang. Je me demande bien, qu'est-ce qu'on dira? Je suis enseignant, je vous assure que si je vous montre une des listes de mes élèves dans les salles de classe, vous voyez des noms. Vous essayez de les rapprocher des communautés, vous serez perdu. Parfois, vous lisez un nom, vous dites que mais celui-ci, s'il faut le mettre, on le met où? Donc, vraiment, c'est pour dire que j'ai toujours été opposé à votre fédéralisme communautaire. Le débat sur le fédéraliste sans épithète, à mon avis, aussi difficile. On peut le faire. Mais un débat sur le fédéralisme qui met la communauté au centre, je vous assure, c'est un débat interminable, c'est un débat qui peut nous emmener vers quelque chose de très dangereux pour ce pays. Les communautés, il y a un tabou dessus, c'est un tabou compréhensible. Les leaders politiques doivent faire preuve de maturité, éviter de dire un certain nombre de choses. Parce que si vous reprochez à certains d'avoir, d'être venus par exemple à la présidentielle de 2018, avec des intentions de se mettre une communauté à dos, une communauté qui, je précise encore, ne les a pas mandatés, vous ne pouvez pas venir présenter un projet alternatif allant dans le sens de nourrir cette division-là. Parce que moi, j'ai le sentiment que votre proposition nourrit cette division. Bon, vous me direz que je n'ai pas lu le livre, peut-être que je n'ai pas compris, mais pour moi, la simple formulation-là fait problème. Les communautés, elles sont tabous. L'équilibre de notre pays tient à l'équilibre de ces communautés. Et j'ai l'impression que jusqu'ici, nonobstant la question que nous avons en zone anglophone, vraiment les Camerounais vivent imbriqués, ils vivent soudés les uns aux autres sans appartenir forcément aux mêmes communautés. La ville de Douala est un exemple de ce brassage camerounais. Chaque ville de ce pays, j'ai même envie de dire, parce que si vous parcourez le Cameroun du nord au sud de l'est à l'est, vous allez vous rendre compte qu'il y a de moins en moins de villes où vous pouvez venir trouver les ressortissants qu'on pourrait qualifier d'allogènes. Elles sont de moins en moins nombreuses. Donc, vraiment, continuons ce travail-là. Essayons de faire de la politique sur des bases minimalement acceptables. Essayons de proposer aux Camerounais des choses qui ne feront pas que, à chaque fois qu'on dit Betty, Boulou, Bamileke est tel que ce soit le début d'une bagarre, le début d'une guerre. Donc voilà la position. Marx, sur le tabou, sur le débat, je reviens sur vous, s'il vous plaît. Marx Wabo d'abord. Je dis Pita, j'ai beaucoup écouté et je me dois, avant toute chose, de répondre à une préoccupation. Parce que j'ai le sentiment que pour certaines personnes, on voudrait faire porter au MRC, via le professeur Maurice Kamto, une casquette qui n'est pas celle du MRC. J'ai suivi le monsieur du SDF, et bien évidemment, avant lui, il y a eu le monsieur du PCRN, dit que le professeur Maurice Kamto est allé au Conseil constitutionnel, il a posé justement le problème de concours boule. Je voudrais ici dire aux milliers de Camerounais qui nous regardent de ne pas verser dans le mensonge. Je me dois peut-être aujourd'hui
d'apporter un peu une lumière sur ces déclarations, parce que si je pars de ce plateau sans apporter quelques éclaircies, j'aurais accordé la caution à des choses pas vraies dites sur ce plateau. Je vais peut-être repréciser le contexte. Oui, le professeur Maurice Kamto, lorsqu'il posait le problème, est-ce qu'il y a un concours pour être boulot? Il posait un principe, il posait un problème simple. Il disait, où allons-nous avec le repli identitaire? Il montrait qu'il y avait un tribalisme d'État. Et nous savons très bien qu'en 2018... Qu'est-ce que c'est le tribalisme d'État? Je vous en prie. Oui, quand vous parlez, surtout vous du SDF, je ne sais pas, vous voyez, j'ai tellement du respect pour le SDF, mais je voudrais peut-être prendre parfois un mot de mon ami Hervé Emmanuel Combe, qui dit que, je ne sais pas si vous avez le bras séculier du RDPC, cette tendance-là, mais laissez-moi terminer. Et donc, il disait, où allons-nous avec le repli identitaire? Il posait le problème d'un tribalisme d'État. Bien évidemment, en 2018, nous avons assisté, pendant les élections présidentielles, à une montée très forte du tribalisme. À cause de... Et donc, le professeur Maurice Kamto se posait la question, pourquoi le chef de l'État, et là il est au Conseil constitutionnel, qui est garant des institutions, se taise devant la montée du tribalisme? Il posait cette question. Et il faisait également rappeler que la naissance est un hasard. Il disait, personne d'entre nous n'a choisi de naître là où il est né. Monsieur Dipita, je suis peut-être né à Douala, je n'ai pas choisi d'être né à Douala, je suis peut-être né à l'ouest, je n'ai pas choisi d'être né là-bas. C'est pourquoi la naissance est un hasard. Personne ne choisit sa tribu. Et donc, le professeur Maurice Kamto, pour ceux qui parlent du concours Boulou, il se posait la question. Et nous savons très bien que pendant les élections présidentielles, vous savez très bien qu'il y a des régions, disons comme ça, où certains partis n'ont pas pu accéder pendant la campagne. Soit ils étaient battus, soit ils étaient chassés justement par les populations de ces régions. Personne ne peut le nier. Vous vous souvenez même déjà que le MRC s'était rendu, je crois, du côté du sud, où on avait Oussam Séverin Ngo et le professeur Alain Foguet. Tous avaient été battus, on les avait bloqués l'entrée pendant la présidentielle dans ces villes-là. Et donc, il se trouve donc que devant une telle situation, le professeur Maurice Kamto tenait donc à rappeler que nous sommes Camerounais partout où nous nous trouvons. Je crois que c'était ça le message. Il disait donc, effectivement, si vous lisez le célèbre ouvrage d'usage de la pensée, et là au moins pour une première fois, le monsieur du PCN a dit quand même quelque chose de sensé. Vous voyez effectivement, ce qui se passe, c'est que où que nous nous trouvons, nous sommes Camerounais avant tout. Et effectivement, je suis d'accord avec vous. Et le professeur Maurice Kamto le dit dans son célèbre ouvrage, il n'existe pas de tribu supérieure. Et donc, il n'existe donc pas aussi des tribus inférieures. Et de ce point de vue, il disait donc, écoutez, si vous voulez laisser croire, comme vous empêchez certains Camerounais d'accéder à certaines régions, est-ce que vous voulez donc nous dire que ces Camerounais-là, ou bien que cette région-là, est propre à une certaine communauté? Je crois que c'est ce que mon ami Abama fustige également. Et de ce point de vue, il disait, mais si c'est dans le cas, là, il s'adresse au président du Conseil constitutionnel. Et dit, si c'est dans le cas, pourquoi vous voulez laisser croire aux gens que pour accéder à une certaine région, il faut une autorisation? Autrement dit, s'il y a donc un concours, eh bien, nous aimerions tous appartenir à cette région où on interdit certains Camerounais d'y accéder. Si pour accéder, il faut passer un concours pour accéder, eh bien, dites-moi, nous ferons également ce concours. Je crois qu'il faut le comprendre simplement. Mais ce qui m'écoeure même, c'est que
les gens du RDPC, certains que je connais, quand je discute avec eux, ne voient même pas la chose de cette manière. Mais ce qui reste curieux, c'est que c'est mon ami, mon voisin du SDF, qui a passé son temps à faire ce type de développement. Donc je crois avoir apporté suffisamment d'éclaircies pour dire tout simplement, lorsque le professeur Maurice Kamto parlait de ce concours-là, il ne faut pas le prendre au premier degré. Il posait un seul problème. Résumez-le tout simplement en disant, partout où un Camerounais se trouve, il est chez soi. Et donc, la naissance est un hasard. Personne n'a choisi de naître là où il est né. Prenons-le simplement. Dernière question pour clore l'émission. Vous voulez dire un mot avant? Oui. Alors, mais je mets la question et puis vous direz une fois, ce sera la dernière prise de parole aussi. Vous direz ce que vous avez à dire et vous répondrez certainement à la question. Alors, est-ce que cette sortie dans, comment je vais dire ça, le savoir-vivre, dans la politesse, dans les bonnes manières, dans la politesse publique, politique, est-ce que cette sortie de Maurice Kamto lève un tabou? Est-ce que c'est une fracture dans la façon de faire? On parle souvent d'éloges funèbres pour ce que certains appellent, certains prennent comme dire uniquement ce qui a été de beau. Mais là, Maurice Kamto essaie de dire ce que lui il estime être vrai, au-delà du beau. Est-ce que c'est la levée d'un bouclier? Vous direz donc ce que vous avez à dire et vous répondrez à la question sur fond de dernière prise de parole. Oui, sur ce sujet, pour conclure, Monsieur Dipita Tongo, je voudrais répondre à mon copanéliste du RDPC et à Max Wabo. Et après, vous répondez à la question. Hein. Oui, bien sûr. Oui. Vraiment non mot, hein. On n'a plus le temps. Il reste en fait, parler de la communauté ne devait pas être un tabou. Et comme je l'ai dit, là où ça fait mal, c'est quand on essaye de mettre une communauté au-dessus des autres. Ça gêne quand on essaye de penser que sa communauté est plus intelligente que les autres communautés. Ça gêne quand on pense que sa communauté a la science infuse de tout. Ça existe au Cameroun? Je dis, ça c'est ce que je dis, c'est un comportement. Et ce comportement peut se recruter dans toutes les communautés. C'est ce genre de comportement qui est à condamner. Mais je dis que fédérer que vous voulez, que nous voulons tous ici, mon ami du SDF est en train de parler du fédéralisme qui est bien. Pas moi. Hein. Oui, vous êtes moi, je suis de l'État unitaire décentralisé. On a plus beaucoup de temps. Oui. Vous terminez. Donc, mais fédérer donc quoi? Même ton État unitaire décentralisé, tu unis quoi? Parce que si tu veux unir, ça veut dire qu'il y a des différences quelque part qu'il faut rendre un. Si tu me donnes une seconde. C'est ça. Le fédéralisme, par désagrégation d'un État qui est en place, crée toujours des problèmes. L'exemple vous avez la parole, Zouba, permettez que je vous coupe par contre. Je dis ce point-là, c'est tout un autre débat que vous allez... Mais c'est parce que quand il prononce des mots sans savoir la teneur, la quintessence de ce qu'il dit, je dis qu'il est pour l'État unitaire décentralisé. Je pose donc la question, qu'est-ce qu'on unit? Mais comment? Si on veut unir, ça veut dire qu'il y a des singularités qu'on veut mettre ensemble pour rendre un. Venons à la question de nous sommes en train de dire... Passons à la question de fin, s'il vous plaît. Vous allez dire la question, sur la question de fin, j'attends votre réponse. Vous pouvez me rappeler? Oui, c'est de savoir simplement s'il n'y a pas une levée de bouclier après cette formulation dans l'hommage de Maurice Kamto à Mononzana dans l'espace public, dans la prise de parole politique. Non, il n'y a même pas en réalité sur cette question... Moi, j'ai donné ma position qui est la position de mon parti. On doit respecter les morts. D'accord. Il ne faut pas dire du n'importe quoi sur un mort. Nous sommes des Africains. Oui, la question était, il s'agit, je pense quand je l'ai suivi, c'était est-ce que ce n'est pas une nouvelle donne, est-ce que ce ne sera pas une pratique qui sera maintenant courante lorsque, n'est-ce pas, quelqu'un décède, que ce soit un homme politique ou un citoyen lambda? Moi, je pense que c'est une pratique qui va être très très vite oubliée. Ça, c'est un lapsus. C'est une grosse erreur. Je pense que même au sein de la famille politique du leader
du MRC, on a entendu lui faire comprendre qu'il a commis une grosse erreur et que évidemment elle doit être corrigée parce que ce n'est pas. J'ai expliqué les différents pans. D'abord, on peut relever des incohérences. Deux, c'est une sorte d'hypocrisie, n'est-ce pas? Vous ne faites pas cela quand il s'agit d'un ponte du régime qui décède. Lorsque c'est un petit professeur d'université avec qui vous avez eu un débat d'idées, hein, vous faites cela et vous relevez aussi les différentes contradictions qui peuvent naître du fait que lui, il est membre d'une autre communauté et que vous êtes membre d'une communauté différente. Donc, je pense que échelonné ainsi, on voit clairement que notamment on peut pas avoir un leader politique qui pourrait encore s'attarder à faire un tel discours ou alors à rendre un tel hommage à un Camerounais qui viendra décider. Yves Abama. Oui, je voudrais répondre rapidement, mais avant, petite précision à l'endroit de M. Marsouabou. Je lui rappelle qu'en 2018, les photos, les images des meetings du MRC dans le Sud sont encore sur les réseaux sociaux. J'ai compris. Voilà, l'exemple de Sam Séverin qu'il évoque là, c'est pour les élections locales. Cet incident-là, il fallait qu'il soit honnête, qu'il aille dans les détails et nous l'explique. Maintenant, pour la question du concours, où on serait venu dire si ou ça, non, il faut faire attention. J'ai toujours l'habitude de poser des questions à mes amis du MRC. Est-ce qu'il y a un militant du MRC qui avait été interdit d'accès à un bureau de vote en raison de sa tribu? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a un scrutateur du MRC qui avait été interdit d'accès à un bureau de vote en raison de sa tribu? Je ne pense pas. Il n'y a aucune raison logique qui puisse expliquer que le professeur Kamto soit venu tenir là ce discours. Il était venu pour contester un résultat. Il était venu pour dire « je ne suis pas d'accord avec ces chiffres ». Mais il est venu, ce qu'on a vu, c'est qu'il a jeté une communauté à l'avenir populaire. Ça ne peut pas s'expliquer. Maintenant, sur la question du tabou lié aux tribus, je continue à dire, oui, ce tabou, nous avons l'obligation de le tenir. Nous avons l'obligation de le tenir. Pourquoi? Parce que l'équilibre de notre société en dépend. J'ai l'habitude de dire à certains amis que j'ai au PCN que lorsqu'on essaie de voir la façon dont les fédéralismes se forment dans le monde. Deux, il y a un fédéralisme par agrégation des micro-États ou des micro-sociétés préétablies vivant de manière indépendante. C'est-à-dire que si on arrive au Cameroun dans les années 50, les années 60, on trouve les Sawa dans leur espace, les Bafia, les tels. On fait un fédéralisme, ça prend et c'est solide. Merci. Mais si on arrive dans un Cameroun en 2023 pour venir prendre des micro-royaumes qui ont passé 70 ans à se solidifier pour former un État, essayer de les disséquer pour en faire un État fédéral sur la base communautaire. Merci. Je vous assure, on ouvre la boîte à Pandore et les Guinaros en sortiront. Marx Wabo, pour terminer en moins de 2 minutes. Non, on ne veut pas. La question est de savoir si la Cette manière. formulation de l'hommage ne va pas lever. C'est pas un tabou qui est levé. Est-ce que ça va être intégré? S'il y a une leçon à retenir de cela, en d'autres termes formulés? De toute façon, M. Dipita, en ce qui concerne l'hommage à une personne disparue, chacun y va de son choix. Et on ne peut pas dire effectivement qu'on lève le tabou ou pas. Mais si je choisis de ne pas être hypocrite, ou bien si je choisis de dire voici les bons moments que j'ai passés avec X et voici les mauvais moments, c'est un choix personnel. Merci à vous, cher monsieur. Yves Zumba, je vous souhaite un bon retour dans votre honneur natal, pour lequel vous êtes également président PCN de la région. Oui, merci infiniment, Dipita Tongo, et j'espère que vous pouvez me permettre d'adresser tous mes encouragements aux nombreux militants de la région du Nord qui abattent un travail de fourmi pour installer les comités de base, les sous-comités communaux. Je pense ainsi notamment à ceux même de la Damawa, à Yaouba Bouba qui abat un travail phénoménal du côté de Ngaoundéré, le sous-comité communal de Sorombeo, le comité de base de Labar et Bobojo. Ils sont partout. Du courage, battons-nous, on va y arriver et faisons ce travail de fourmi, laissons les cigales chanter. Le moment venu, on verra bien. Mathurin. Oui, merci, Dipita Tongo. Merci de m'avoir invité. Je salue les populations de Loum.
Je salue nos camarades du conseil municipal de Loum, n'est-ce pas, qui sont soudés toujours autour de notre parti. Il y a une rumeur qui a couru suivant laquelle il y avait une bonne partie du conseil qui avait démissionné, ce qui est faux. Il y a 3 conseillers municipaux qui avaient été, en tout cas, du fait de leurs actions sanctionnés et qui s'étaient auto-exclus du parti, qui avaient été frappés par le 8-2. Et le reste des conseillers municipaux, la mairie de Loum a 35 conseillers municipaux. Tous les autres conseillers municipaux sont toujours avec un militant du SDF et ils travaillent et ils vaquent, n'est-ce pas, à leurs occupations pour faire de la mairie de Loum une très grande mairie et de la ville de Loum, une ville où évidemment les Camerounais se sentent à l'aise. Donc je salue tous mes camarades de la ville de Loum et du conseil municipal de cette mairie. Merci à vous également, Marc Swabo. Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Cartes sur table. Vous l'aurez compris, on aurait pu faire le deuxième thème, mais je pense que sans qu'on ne se soit passé le mot, l'intensité, la pertinence des arguments du premier thème ont simplement permis qu'on aille au bout des 2 heures pour évacuer totalement la question. Dans nos prochaines éditions, on espère pouvoir revenir sur les dissensions au sein des partis politiques. Longue marche vers la démocratie. Bonsoir et à mardi prochain pour une autre édition de Cartes sur table.